Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube qui est autre que mon interview avec Alexandre Caldi. Elle est sortie il y a déjà quelques jours en format podcast, mais aujourd'hui, je vous la sors en format YouTube avec la vidéo si vous voulez la voir. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai adoré la faire et écouter et parler surtout avec Alexandre. C'était trop bien. J'ai adoré et j'espère que vous allez l'adorer. Et je vous laisse du coup tout de suite avec la vidéo. Tu me fais un petit clap? Allez, 3, 2, 1, clap, bonjour. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle interview. Il fallait un droit de réponse, mais un droit de réponse où d'abord on va en apprendre beaucoup plus sur lui parce que c'est lui qui nous intéresse et son droit de réponse. C'est que 10%, même pas, de la vidéo. Aujourd'hui je suis avec Alexandre Caldi. Hello. Oui. Et là, comment tu vas? Bah ça va super. Un enchaînement de beaucoup de choses, beaucoup d'événements. Oui. Et c'est tout. Bah là ça va, le sexe Toronto, c'est comme ça. C'est La Formule 1 et bientôt déjà les 4 heures du Mans. qui sont le week-end prochain. Ouais, on monte pas le week-end prochain. C'est la première fois que tu y vas? Bah ouais, en plus. Ah ouais? Donc là, ouais, j'étais jamais allé en tant que spectateur. À chaque fois, je manquais de temps pour y aller. Ouais. Et là, il y a une opportunité qui se présente. On fait une collaboration off-track avec la CO. Ouais. Chrono. Donc je ferai être dans la pit lane. J'ai acheté la combinaison en plus. Donc... C'est vrai? Ah mais c'est ce que tu mettais en story. Ouais, parce que ça, du coup, la combinaison inifugée et tout. Donc ouais, franchement, ça va être incroyable. Alors, on pourra en parler un peu plus tard. À chaque fois, j'aime bien savoir un peu plus sur les souvenirs de la personne et comment en fait elle rentre dans ce milieu-là. Donc déjà, toi, à quel âge as-tu commencé à regarder la Formule 1 et peut-être un peu plus globalement le sport automobile? Bah, mon premier souvenir de Formule 1, parce que moi je suis né fin d'année 97, mes premiers souvenirs de Formule 1, je pense que ça doit être sur du Michael Schumacher 2003-2004. Mais le moment où j'ai vraiment particulièrement regardé, où j'ai vraiment des souvenirs très forts, c'est plus 2005-2006. Donc avec Fernando Alonso, Ok. Renault, et il y avait une saveur aussi particulière parce que moi comme je suis un grand amoureux de l'équipe de France, il y a il y a la saveur patriotique. Renault qui s'impose sur l'ogre qu'est Michael Schumacher et plus particulièrement aussi la Skoda Ferrari qui gagnait les titres depuis début des années 2000 jusqu'à 2005 à ce moment-là. Et là on a une écurie française, moteur français et un pilote, un jeune pilote espagnol qui était propulsé par tout l'univers français et qui vient s'imposer sur Michael Schumacher et sur la Skoda Ferrari. Et je me souviens que c'était un des moments très très forts et c'était mes premiers souvenirs de Formule 1. Et c'est pour ça qu'il y a toujours une saveur particulière avec Fernando Alonso, même si je taquine beaucoup sur Alonso, mais il y a une saveur particulière autour de ce pilote. Ouais. Ok. Et est-ce que c'est le sport en lui-même qui t'a appelé ou c'est quelqu'un vraiment familial ou autre qui t'a mis dans le sport? Bah c'est mon grand frère. C'est moi ça. Ouais, mon grand frère qui a commencé à me montrer la Formule 1 et le sport auto, et après j'ai naturellement apprécié en fait parce que je saurais pas expliquer pourquoi, plus que le football, plus que le basket, plus que même le tennis que j'aime énormément, mais c'est plus particulièrement ouais le sport Formule 1 dans un premier temps, puis le sport auto dans sa globalité où ça m'a grandement où j'ai grandement apprécié. Et quand est-ce que tu as commencé à ouvrir un peu la porte aux autres sports automobiles? Ça a été assez rapidement, je veux dire. Assez rapidement, je crois que vers l'âge de 10-11 ans, j'ai commencé à regarder un peu plus ce qui se passait en endurance. Ok. Le MotoGP, le lancement mécanique, ça, là, dans la globalité, c'est arrivé que très très tard. C'est au moment où, je me suis intéressé au moment où c'est arrivé sur Canal+, pour être honnête. Ok. Bon, c'est que très récent, quoi. C'est que tout 2018-2019, quoi. Oui, donc un peu l'ERA Salut Costa. Exactement, ouais, là, Ça. totalement, ouais. Et il y a eu aussi, je m'intéressais aussi aux formules de promotion, aussi, ça m'intéressait. Et plus particulièrement au moment où la Formule I est arrivée, moi j'ai eu tout de suite un coup de cœur sur la discipline parce que c'était une discipline qui arrivait dans le sport automobile qui était toute nouvelle en 2014-2015, et c'est pour ça que depuis le premier jour je continue de la suivre parce que ça m'intéresse énormément tout ce qui est l'aspect technologique. Le niveau aussi de pilote qu'on a aujourd'hui en Formule I est exceptionnel, et en fait c'est à partir de je me suis intéressé très vite quand même à d'autres disciplines comme du coup à partir de 2000 du point de l'âge de 10 ans, donc je pense 2008-2009, et ça a continué aujourd'hui, c'est toujours sur l'aspect journaliste, la curiosité. Toi, ça a toujours été dans l'aspect journalistique.
Bah, il y a cette curiosité, du moins, m'a aidé dans la question journalistique, quoi. Et pour la Formule I en particulier, c'était l'aspect curiosité qui m'a amené dans un premier temps, comme tout le monde sur plein de disciplines d'ailleurs. Et après, quand je me suis intéressé vraiment profondément, dès le début d'ailleurs, bah, c'est là où j'ai compris que c'était une vraie discipline avec plein de choses technologiques à l'intérieur qui sont hyper intéressantes. Et du coup, t'as choisi les études de journaliste pour vraiment travailler dans ce milieu-là, donc ça a été vraiment en fait une continuité logique. Oui, enfin je me voyais pas faire autre chose. Même plus particulièrement, je me voyais pas travailler autre part que dans le sport auto. Très jeune, Oui. très jeune. Plus particulièrement dès que Lewis Hamilton a gagné son titre en 2008. Ok. Ça a été comme un déclic, ou ouais, je pense que je pourrais dire un déclic, parce que quand il a gagné, d'ailleurs sur le dernier virage au Brésil en 2008, c'était une émotion tellement forte de voir les images. Et en même temps, moi, je suis porté aussi ce pilote. Et très rapidement, dès qu'il arrive en Formule 1, dès 2007, j'étais très rapidement derrière lui, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que bah, c'est vrai que je soutenais Alonso quand il était chez Renault. Et je crois que c'était le fait qu'il ait quitté Renault pour aller chez McLaren, j'avais un petit peu... Et tu l'as bien vécu un peu justement cette rivalité Hamilton et Alonso à l'arrivée justement de Hamilton. De mes souvenirs, j'étais clairement pour Lewis Hamilton. Ok, donc ça a vraiment la Il y a transition. le switch quand il est arrivé. Je pense qu'il y a une saveur. Je pense savoir pourquoi, parce que je me souviens de quand Lewis Hamilton arrive en Formule 1. C'est le premier pilote noir en fait. Oui. Bah, oui. Et il gagne et il doit aussi subir toutes les mauvaises blagues racistes qu'il pouvait y avoir au niveau des supporters et les images qui ressortent. Même encore à l'heure actuelle. Ouais, Hein, voilà, bien sûr. Moi, j'étais un peu trop jeune à cette période-là, mais quand j'ai vu tout ce qui s'est passé en 2021 par rapport à alors que je suis une pro max, hein, ça m'a dégoûté de me dire non. À 2021, on en est encore là. J'avais envie de dire que 2007, du coup, c'était encore pire. Parce que là, il y avait des images, par exemple, de supporters qui faisaient des blackface dans les tribunes, par exemple. Ah, ça, je les ai pas. Donc Hamilton, il arrive dans ce contexte-là, le petit gars de Steven Age qui arrive, et lui, il vient juste piloter en Formule 1 pour gagner, et en fait, le fait que ce soit un sportif noir derrière, il se prend toutes les blagues racistes. Donc il y a un conditionnement aussi par rapport à ça. Il y a le fait aussi que je m'identifiais beaucoup à lui parce que j'étais un jeune garçon issu de mon père vient d'Algérie, ma mère vient du Portugal. Oui, donc il y a ce côté rapport à la minorité qui te touche. Ouais, parce que moi je sais que un peu plus quand j'étais en primaire, on me le rappelait quelques fois quand même. Ouais, j'étais vraiment identifié à à ce qui bien sûr. ce qu'il vivait. Ouais, et du coup c'est aussi pour ça aussi que j'étais aussi beaucoup derrière Hamilton très jeune et aussi pour le switch d'Alonso qui passe de Renault à McLaren, un peu comme une trahison quoi. Et du coup, qu'est-ce qui toi t'a attiré dans le journalisme de cette discipline? Dans un premier temps, être un peu plus comprendre en fait ce qui se passe en piste. C'est un truc tout bête. Ok. Mais par les choses que l'on peut avoir, les accès forcément un peu dans le journalisme, moi j'avais vraiment un peu plus envie de comprendre pourquoi une écurie va plus vite qu'une autre, plus particulièrement dans les top teams. Pourquoi Alonso est meilleur, par exemple, par rapport à Raikkonen ou par rapport à Hamilton. Pourquoi Vettel, d'ailleurs, par exemple, remporte le titre en 2010. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Red Bull? Et moi, en fait, ça m'a toujours intéressé de comprendre un peu pourquoi, en fait, ces écuries étaient meilleures que par rapport à d'autres. Et comment aussi les pilotes agissent par rapport à d'autres pilotes et pourquoi ils prennent ces décisions-là dans leur carrière à ce moment-là. Je reprends l'exemple de Fernando Alonso, mais il a fait plein de choix de carrière, il est passé par des écuries prestigieuses, il aurait pu signer chez Red Bull en 2010 par exemple, pourtant ça ne s'est pas fait, et tout ça m'a toujours intéressé de comprendre, je voulais toujours comprendre, j'ai toujours cet aspect obsessionnel pour comprendre tout et n'importe quoi dans la vie, même s'il n'y a rien à comprendre. Ok. Et donc ouais, c'est plus sur ce côté-là journalistique qui m'a donné vraiment envie d'être dans le sport auto et plus particulièrement d'être journaliste. Ouais. Et du coup, donc tu m'as dit ça devait être absolument la finalité. Ah, donc t'as fait des études pour, comme tu me dis, du coup en off à l'IEG. À l'IEG et 2 ans auparavant au Studio École de France.
une école de radio, qui est une école d'ailleurs qui n'existe plus, mais pour donner un exemple, pourquoi j'ai fait cette école, le Studio École de France dans un premier temps, c'est parce que Julien Febro l'avait fait auparavant. Ok. Et ça m'avait donné comme un gage De confiance. de confiance, voilà, exactement, ouais. Qu'on appelle ça, mais un peu de prestige. Oui, d'une certaine manière, bien sûr, ouais. Et du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré Julien dans un premier temps, dans ma première ou deuxième année à l'IEJ, parce que... Vous êtes venu faire une masterclass? À l'IEJ, au Studec. Non, c'est parce qu'en fait, je faisais forcer pour faire des choses autour de la Frangler du sport. Et un jour, j'en ai eu l'opportunité, et en fait, au Studec, ils nous avaient laissé l'opportunité de faire des émissions. Et moi, j'ai fait, bah, tant qu'à faire. On fait une émission, on va faire une émission et on va parler de la saison de F1 actuelle. C'était du coup en 2016. Donc ça remonte, très bonne saison. Donc elle était en plein cœur de la bataille Hamilton-Rosberg. C'était une période où même la F1 devenait de moins en moins hype parce que c'était très redondant et que c'était pas très bon en somme, pour pas aujourd'hui quoi. La F1 se perdait, c'était avant Liberty Media, donc c'était très compliqué. Et le switch F1 Canal. Et le switch TF1 Canal en plus, donc les gens ils devaient payer pour regarder de la Formule 1, c'était dans un moment où la Formule 1 allait très mal. Et donc bah de ce fait-là, Julien est venu, on a très vite sympathisé, il a été très gentil et c'est comme ça qu'on s'est connus lui et moi. Et je le remercierai jamais assez parce que c'était ma première vraiment expérience de sport auto, de quelqu'un qui était vraiment dans le paddock et qui pouvait nous raconter un peu tout ce qui se passait. Et du coup, qu'est-ce que t'en as appris? Qu'est-ce que tes années d'école de journaliste t'a permis de mettre en pratique à l'heure actuelle, du coup, dans ton métier? Ah, je pense que c'est la polyvalence. Ouais. La polyvalence, c'est peut-être la rapidité d'exécution, parce que en fait, faut vraiment mettre un contexte. 2015-2016, c'est une période dans le journalisme où on commençait à devoir être le plus polyvalent possible. Aujourd'hui, en quasiment chaque journaliste fait les questions, le montage et en même temps l'écriture du texte du sujet. Avant, c'était pas ça. Avant, c'était quelqu'un qui faisait les vidéos, quelqu'un d'autre qui faisait les interviews, ou à la limite les deux, les questions et l'interview, mais quelqu'un d'autre faisait le montage. Ouais, c'était vraiment un travail d'équipe. C'était un travail d'équipe. Maintenant, ça c'est plus possible. C'est tout le monde, un journaliste doit être capable de faire tout et absolument tout. Et moi en fait c'était à cette période-là et je trouvais que du moins au Studio École de France, comme c'était une école de radio, ils ne pouvaient pas me proposer notamment de comprendre un peu ce qui se passait en presse web, en presse écrite, en télé, même d'ailleurs en radio, il y a pas de souci. J'ai appris ma voix radiophonique là-bas, mais il me manquait en fait ces bagages. Du coup, quand je suis allé à l'IEJ, ça m'a permis d'être le plus polyvalent possible parce que j'ai travaillé presse écrite, presse web, télévision, présentation télé, émission télé, un peu plus de la radio, même si j'avais déjà bien fait avec le Studec. Et donc voilà, j'étais plus polyvalent possible par rapport aux études. Et derrière, quand ensuite je suis parti dans des médias, je commençais vraiment à être vraiment très à l'aise très rapidement, même si j'étais un peu forcément un peu intimidé par tout l'univers professionnel, mais j'étais toujours sûr que ça allait fonctionner dans les études parce que en fait, par exemple, quand j'étais au lycée ou au collège, je parlais d'échec scolaire non plus, mais ça m'intéressait pas énormément, j'arrivais pas à m'intéresser. T'étais moyen, mais... Ouais, je faisais en vrai, c'est simple, j'avais 8-9 de moyenne pendant toute l'année, et puis après, dès qu'on arrivait à la fin de l'année, allez, on travaille, merci, bonne soirée, 6 derniers mois, et puis même pas 6 derniers mois, 2 derniers mois, et on passait, quoi. Et après, quand je suis arrivé en école supérieure, j'étais un exemple. Voilà. Vraiment, j'étais un exemple. Trop bien. Je dis, enfin, avec beaucoup de modestie, mais j'étais vraiment un exemple. J'allais pas en soirée ou quoi que ce soit. Je ne faisais que travailler parce que j'avais uniquement un objectif, c'était d'être dans le monde du sport auto et plus particulièrement aussi journaliste à ce moment-là. Mais du coup, avant d'avoir des opportunités que tu as actuelles, ce que j'ai remarqué sur ton LinkedIn, c'est qu'il y avait énormément d'opportunités dans le foot. Oui. C'est un peu par là que tu as fait ouais. toutes tes connaissances, parce que du coup, t'as été accrédité à l'Élysée quand ils sont arrivés en 2018, donc t'as vécu un peu la Coupe du Monde journalistiquement parlant. Ouais. Mais t'as été journaliste aussi à Canal+ et Eurosport, et là c'était plus foot ou Formule 1 à ce moment-là, sport auto?
Alors Canal+, Eurosport, c'était vraiment tout l'e-sport. Ok. Ouais. Et du coup, ouais, pour le foot, parce que bah je suis un grand passionné de football, et j'en ai parlé un petit peu au début, mais est très amoureux de l'équipe de France. Vraiment, c'est extrêmement fort. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, c'était fin de ma première année à IEJ, et en fait, bah, on cherchait des stages forcément pour l'été. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait des opportunités à Beansport, à Canal+, avec des noms prestigieux de médias, mais la problématique, à mon sens, c'était que bah, dans ces médias-là, on allait être cantonné à un certain rôle précis, Oui. et on n'avait pas à avoir une certaine liberté pour créer certaines choses ou faire certaines choses. Mais pour montrer aussi toi ta plus-value. Peut-être, ouais, aussi là, une question de plus-value. Donc en fait, j'avais eu une opportunité dans un petit média qui s'appelait Réseau News. Je sais même pas s'il existe encore aujourd'hui. Et ouais, et en fait, j'ai fait mon stage dans ce média-là. Et en fait, la personne qui était mon supérieur m'a dit, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Et bah fallait pas m'en dire plus. Ça, comme je me suis dit, bon bah il y a, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, je me suis fait accréditer aux premières éditions de l'équipe de France eFoot, donc en e-sport. Et en fait, on m'a dit, bon bah pour te faire accréditer à ça, faut que tu ailles sur la plateforme de la FFF presse. Je fais bon bah ok. Et après ils m'ont accepté. Je fais bon bah ok, y a pas de souci. Et après qu'est-ce que je vois? Je vois liste des 23 d'Ier Deschamps TF1. Je fais, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, j'appuie dessus, ils me font, OK, vous êtes accrédité. Et je fais, OK. Et donc là, en fait, je me suis fait accréditer pour l'équipe de France, la liste des 23 des champs, du coup, à la conférence de presse, du coup, à ce moment-là. C'est tellement simple. Bah là, c'était vraiment lunaire parce que c'était d'une simplicité. Je me suis dit, bon, bah, ok, merci, bonne soirée. Et du coup, au début, je me dis, bah, elle a besoin d'une carte de presse. Il me fait, non, il n'y a pas besoin. Je fais, ah, bon, d'accord, super. Bah, donc là, c'est parfait. Et en fait, dans ce même moment, j'entre un peu dans je pense, la liste équipe de France des médias. Donc, en fait, j'ai montré pas de gants, donc il n'y avait pas de souci. Et il s'avère que, du coup, toute la Coupe du Monde se passe. Et quand l'équipe de France devient championne du monde pour la deuxième fois en 2018, euh, bah, il y a toute l'euphorie et ainsi de suite. Et en fait, je reçois un mail sur mon téléphone pour me dire tout ce qui va se passer du coup le lendemain de la finale avec du coup la réception à l'Élysée. Ok. Et en fait je vois en fait je prends pas tellement intérêt par rapport à ce mail, mais je me dis bon bah pourquoi pas, je me mets sur la liste pour l'Élysée. Et en fait quand je dis que j'ai totalement oublié ce mail là, après une fois que j'ai fini, je suis très vite passé à autre chose et on a continué à s'éloigner avec ma famille. Et le lendemain matin je reçois je me réveille naturellement. Puis je reçois un mail, il me fait, et ce mail me dit, c'est bon, vous êtes accrédité à l'Élysée. Et je suis en mode, j'ai un peu un coup de massue qui tombe, je me dis, mais c'est-à-dire que là, je vais vraiment aller à l'Élysée, c'est la première fois que j'allais y aller, et ainsi de suite. Et je revérifie, effectivement, oui. Et du coup, j'arrive, voilà, à l'Élysée. Et dans un premier temps, les policiers me disent, vous avez une carte de presse? Je fais, non, non, j'en ai pas. Ils me font, bah attends, ils pouvaient pas passer là. Je fais, bah attendez, regardez, il y a écrit une mail, il y a écrit, pas besoin de carte de presse. Et après, ils ont vérifié, ils me font, ok, c'est bon, faut y aller. Et du coup, j'arrive, et après, je suis dans la cour de l'Elysée, et j'attends facilement 5 heures parce qu'ils avaient même pas encore décollé de Russie. Oh, la journée devait être tellement longue. La journée était longue, bon après, je vais pas me plaindre. Je pense que j'étais à l'Elysée, donc, et je me souviens que c'était première émotion sportive au point où, quand j'étais très calme pendant toute l'attente. Mais quand je les ai vus arriver avec la Coupe du Monde devant moi, ouais, il y a une larme qui a coulé parce que moi qui suis un très grand amoureux de l'équipe de France, comme j'ai dit, c'était un moment très très fort, vraiment, vraiment, Mbappé qui était là, enfin tout. Oui, il y avait toute une Il y avait symbolique. toute une symbolique énorme, et après j'ai très repris mes esprits, mais notamment, bah, c'est pour revoir notamment peut-être les images sont disponibles parce que c'était TF1 à l'époque. On me voit courir partout parce que j'ai plein d'images. En tout cas, t'as très bien mis plein de photos sur Instagram et Ouais. elles sont encore disponibles en plus. Ouais, le reste à l'époque. Suite à ça, donc t'arrives ensuite chez Canal+. Oui. Et ça te permet de... est-ce que c'est ça qui te permet après d'arriver sur les pistonniers avec Emmanuel Oui et non, je pense. En fait, à Canal+, moi j'étais à Info Sport Plus, plus particulièrement. Ok.
qui est Info Sport Plus, qui est la chaîne news sport 24/24 du groupe Canal. Et en fait, moi, je voulais aller là-bas parce que on m'a toujours expliqué que Info Sport Plus, c'était extrêmement formateur. Ok. Extrêmement formateur parce que là, on fait des sujets, on les monte, et en même temps, on explique avec la voix. Mais donc on retrouve la polyvalence. Ouais, exactement, ouais. Et dans le même temps, j'ai reçu un mail, si je me trompe pas, d'Eurosport qui me proposait également de travailler chez eux, et j'ai toujours été particulièrement intéressé par Eurosport, par rapport à tout ce qu'ils proposaient. Et ils me proposaient aussi de travailler sur des émissions sport mécanique plus particulièrement. Et donc j'ai travaillé sur de la moto qui était le Superbike, Superbike, là, donc je travaillais dessus. Et ensuite, c'est vrai qu'après avec Info Sport Plus, c'était du coup, je parle de ça début 2019. Ouais. Et après forcément, il y a la Covid. Oui. Donc ça a été compliqué, mais ouais, ça m'a permis un peu plus de me former et de prendre un peu plus de confiance pour forcément arriver au pistonné, parce que c'était une émission que je regardais dans la première saison et j'étais particulièrement intéressé. Et dans le même temps, j'avais fait connaissance avec PO, donc Despiello. Et c'est par là, en fait, par PO qui a discuté un peu plus avec Manu, que c'est comme ça que je suis un peu plus arrivé dans les pistonnets, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Et t'as aimé tes sœurs, ça s'est passé comment? Ça a été un peu alors c'était une très bonne expérience, très enrichissante. Ça a été quelque chose qui au début a été difficile pour moi parce que c'était la première fois que on allait m'écouter pour du sport auto et de la Formule 1 particulièrement, qu'on allait écouter des avis que je pouvais avoir, et c'est la première fois que je me confrontais forcément aux commentaires YouTube. Ok. Ou maintenant je m'en fiche totalement, mais à l'époque. Oui, quand tu dégites, Et tu t'es pris des rafales? ah oui, je me suis pris des rafales. Moi, j'en ai une particulièrement, c'était je pense que c'était sur George Russell. C'était sur George Russell 2020, forcément, je pense. Ouais, pour 2020. Parce que moi, j'étais pas convaincu, par exemple, que George Russell avait montré assez de choses pour être chez Mercedes. Oui, c'est vrai qu'il a été fourni du coup pour l'année d'après. Et il avait fait énormément d'accidents. Je mettais en avant le fait qu'il avait pas été dans le jeu d'équipe du côté de chez Williams, pas pour pouvoir aller être du côté de chez Mercedes. Et au moment où je dis ça, je crois, il y a une conjoncture avec Spa 2021 où il va faire la pole, enfin pas loin de faire la pole, quoi. Ben, 2020, oui, mais sauf que, non, il fait la pole, mais sauf que le Grand Prix a duré 2 tours, c'est ce Grand Prix. Non, il fait pas la pole. Je vois, il fait deuxième. Il fait deuxième, et pas de faire la pole, donc il fait un tour fantastique et tout, et là je me dis, oh là là. Donc déjà, quelques semaines auparavant, j'avais dit que j'y croyais il manquait certaines choses et je le disais, je pense que je le disais aussi très très mal, et je pense que je parlais aussi pas de la bonne manière, où j'étais très déstabilisé par rapport à tout ce qui était commentaire YouTube et même la caméra, émission et ainsi de suite. Et que j'arrivais pas à trouver sincèrement mes marques dans tout ça. Et forcément, je pense que je disais très très mal les choses, et je me dis sans problème. Je pense qu'on fait aujourd'hui les pistonnés, je pense que je parlerai nettement mieux. Oui. Mais est-ce que tu parleras mieux ou est-ce que du coup tu seras plus censuré? Non, censuré, non, et personne n'est jamais censure. Mais c'est plus une question, je pense que ce serait plus une question de Savoir s'exprimer. savoir mieux m'exprimer, et aussi parler Dans le juste milieu. Voilà, et parler surtout avec beaucoup plus d'assurance. Ok. Parce que je sais que j'avais du mal à avoir de l'assurance à l'époque, et un manque de confiance en moi, lié au professionnel et lié aussi au personnel, hein. Et forcément, le personnel impacte sur le professionnel. Et je pense que tout ça lié faisait que j'étais pas vraiment au meilleur dans les pistonnés, mais en même temps, je me montre avec un peu d'indulgence parce que c'était la première fois réellement que j'étais dans une émission dans une carrière. Et du coup, comment ça, est-ce que c'est avec le temps que t'as appris à peut-être du coup, être plus dans la demi-mesure, et plus à l'aise avec tout ça? Ouais, oui, c'est avec le temps, et c'est dès que je pense que je suis sorti des pistonnets, ça a été dès que je suis parti en vrai, parce que en même temps il y avait hors track qui se créait, et je sentais que je pouvais pas faire les deux.
Donc j'ai priorisé off track sur cette question-là. Et en fait, avec le temps, en même temps, je commençais tout ce qui était création de contenu de mon côté. Je commençais sur Twitch aussi. Donc dans toute cette chronologie et ainsi de suite, je me suis senti très 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 vite beaucoup plus à l'aise. Et comme je me cherchais beaucoup aussi, parce qu'en fait pour la petite histoire, quand il y a eu la situation Covid, Canal+ et Eurosport ne pouvaient plus embaucher. Ok. Et moi j'étais en pige. Donc Oui, les piges. c'était assez... Alors, je me suis renseignée parce que du coup, Oui. je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Et c'est quand t'es payé à l'article, c'est ça? Alors pour Canal, c'était payé à la journée, payé à ma au secteur de journée quoi. Je crois que par exemple, je suis en matinale, je faisais du 3 ou 4 heures du matin jusqu'à 9, 11 heures, je pense. Ok. Donc c'est sur une grosse partie de journée. Et c'était pareil aussi pour Eurosport. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu la situation Covid, ils pouvaient plus embaucher. Il y avait eu des restrictions de budget important parce qu'il fallait se serrer la ceinture. Oui. C'est ce qui était naturel. Et donc derrière, il s'est avéré que il y avait plus de boulot à ce moment-là. Et moi, ça tombait. C'est très bizarre de ce que je veux dire, mais ça tombait parfaitement parce que j'avais vraiment cette volonté, mais vraiment forte volonté de me lancer sur les réseaux sociaux. Ouais. Parce que j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé tout ce qui était réseaux sociaux, j'ai toujours aimé tout ce qui était nouveaux médias, tout ce qui était YouTube aussi également. J'avais pensé dans un premier temps, est-ce que je fais Twitch ou est-ce que je fais une chaîne YouTube? Puis en fait, je suis allé sur Twitch parce que je trouvais ça plus intéressant, ça me permettait aussi de faire des lives parce que j'allais pas couper les propos, ainsi de Et au suite. moins, t'étais 100% la lignée avec ce que tu disais. Et si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis, c'est mon avis et je l'assume. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, c'était comme ça où comment Canal et Eurosport ça s'est terminé et comment après d'ailleurs, on a enchaîné sur la création de contenu assez rapidement et sans gros problème, j'ai envie de dire d'ailleurs. Attends, parce que du coup, ça t'avait, avant de te lancer, je pense, beaucoup cherchent une certaine légitimité. Et est-ce que du coup, ça t'avait un peu conforté dans le fait de c'est bon, je peux y aller, je me sens prêt et je prends ma légitimité, je la demande pas, je la prends. Est-ce que ça t'a un peu aidé ou justement t'as peut-être un peu peur? La légitimité, je la cherchais dans les pistolets. Ok. Et quand j'en suis sorti, je me posais plus cette question parce que au bout d'un moment, au bout d'un moment, en fait, la question de légitimité, ça peut dépendre des cas. Euh, Quelqu'un qui affirme quelque chose alors qu'il a jamais regardé la chose, ça oui, la question de légitimité peut se poser la question. Mais tout fan par exemple de Formule 1, je pense que s'il a regardé une centaine de grands prix, il peut exprimer un certain avis. Bien sûr. Il y a la légitimité, elle est là, donc c'est vraiment entre guillemets, comme dirait l'autre, c'est les goûts, les couleurs, la légitimité quoi. Mais par contre là, c'est vrai que quand je me suis lancé sur Twitch particulièrement, c'était pas la question de légitimité qui me faisait peur, c'est toujours la question là, est-ce que je prends une bonne ou une mauvaise décision. Ouais. Et anecdote, bon, qui est un peu triste, mais le jour où je lance mon premier live sur Twitch, je crois dans l'après-midi, je tombe en sanglots, en pleurs. Ok. Je suis en pleurs parce que j'avais un niveau de stress tellement fort par rapport au fait que, ok, là, je débute une toute nouvelle vie, même si j'avais que c'était la très bonne décision, Ouais. et que j'avais qu'il allait pas trop y avoir de problème. Là, c'est vraiment un niveau de stress, ce qu'on est sûr et certain que ça allait prendre la bonne décision. Donc en fait, pendant 15-20 minutes, je tombe en pleurs parce que j'avais un niveau de stress tellement fort et du coup et après le soir live Twitch. Voilà. Et est-ce que le stress, il est par rapport à déjà l'aspect financier, parce que du coup, on se prive de beaucoup de choses, et aussi l'aspect conventionnel, où du coup, tu choisis pas une voie qui est conventionnelle dans la société d'aujourd'hui. Il y a, en fait, c'est tout de dire, je fais ça, mais si ça foire, je fais quoi? Il y a si ça foire, je sais pas si je l'avais beaucoup. Par contre, l'aspect que c'était non conventionnel, oui, ça je l'avais. Et surtout sur la question des parents. Ouais. Et les parents, ils m'ont payé, c'est vrai, et je le remercierai toujours. Faut le dire aussi, des milliers d'euros pour des écoles de journalisme, comme il y a beaucoup d'écoles hors journalisme qui coûtent des milliers d'euros, alors qu'elles ne valent pas le prix d'ailleurs.
ça coûte extrêmement cher d'être dans des bonnes écoles privées. Et tout d'un coup, je leur dis, bah écoutez, Canal Eurosport, ça se termine, je me fais autre chose, je me lance dans autre chose, et je vais me lancer dans la création de contenu, influence. Et bon bah eux, T'as mes parents, schéma, CDI, tout va bien, sécurité, parce que non, je pense que c'était pas une question de CDD, CDI, je pense que c'est une question de de sécurité ils comprenaient financière. pas en fait. Ouais, Ouais. oui, c'est un nouveau monde. Voilà, ils comprenaient pas. La sécurité financière forcément bah, n'est pas là. C'est très difficile de réussir à faire comprendre, d'expliquer c'est facile, mais de faire comprendre que c'est bien de faire ça et que je pense que c'est la bonne décision, plus que le système de l'influence ça fonctionne comme ça, la création de contenu ça fonctionne comme ça et ainsi de suite. Alors on en arrive à une situation où il a fallu discuter pendant très très longtemps quoi. Ouais. Ouais. Donc ça a été déjà une première épreuve et je pense que tout créateur de contenu je pense peut se reconnaître dans les propos que je peux dire de faire comprendre à l'entourage dans la globalité que ça puisse être difficile. Mais après je savais que c'était la bonne décision et d'ailleurs Twitch s'est passé, j'ai eu la chance de bien être entouré aussi sur Twitch. Ouais. Par Twitch mais d'ailleurs directement. Parce que dès que j'ai commencé par exemple c'était début. J'ai commencé en décembre 2020, les lives. Et en fait, en 2021, pendant les essais Urno, je fais un live React sur les essais Urno, on discute pendant des heures. Et en fait, il y a un gars de Twitch qui passe par là. Ok. Et je termine mon live, je reçois un mail, Twitch qui me propose de rejoindre un programme sur le sport, plus particulièrement sur les contenus autour du sport. Ok. Sur des React sur le sport, sur les émissions autour du sport. Parce qu'en fait, eux, ils lançaient au même moment un programme pour mettre en avant tous les contenus émissions sport, du coup, sur Twitch. Parce qu'on allait arriver sur l'Euro en 2021. Oui. Du coup. Donc, 2020 n'a pas eu, mais Oui. en 2021. Et en fait, eux, ils avaient pris un viral en disant, OK, on va mettre le paquet sur les créateurs qui vont faire du sport. Netflix aussi arrive quelques années auparavant. Et à ce moment-là, sur Twitch, bah, il y avait pas trop de créateurs qui parlaient effectivement de F1 régulièrement tous les jours. Mais en fait, bah, moi, j'arrive et je dis, bah, mon contenu, ça va être, je vais parler de F1 tous les jours. On va faire des lives tous les jours. On va faire l'actu F1, des sujets et ainsi de suite. Et le programme était surtout très intéressant sur la question financière. Parce que là, j'avais, pour un créateur qui débutait sur Twitch, bah, je recevais quand même une bonne paye si je faisais en fait un niveau d'heures en fait dans le contenu sport sur Twitch. Ok. Ah, donc c'était une énorme. Oui, donc là, du coup, ça peut passer un peu plus facilement auprès des parents en disant, voilà, est-ce que t'as un moment où tu t'es dit, bah, ça y est, là, le travail, il paye et tout ce Ouais. stress-là, De très récemment. c'est vrai? Que très récemment, alors c'est très paradoxal parce qu'il y a la CM par exemple au Twitch Club de Monaco, mais sur la question création de contenu, vraiment, j'ai senti que j'avais une certaine sécurité et une certaine stabilité où je pouvais un peu moins m'inquiéter, même si parfois il peut y avoir des downs de vues ou ainsi de suite. Mais que très récemment, je pense, bah, au moment où je pense, où j'ai rencontré bah, ma fiancée, Oui. où en fait elle m'a beaucoup aidé à me faire comprendre que ce que je fais c'est bien, que c'est bien, qu'il n'y a pas trop de problèmes non plus, et que si je regardais un petit peu dans ce que j'ai fait dans le rétroviseur, bah c'est très bien. Ouais. Voilà, c'est un truc tout bête, mais et je pense que globalement dans ceux qui sont peut-être dans l'auto-entrepreneuriat, on a du mal parfois à regarder ce qu'on a déjà fait. Parce qu'on regarde beaucoup forcément l'avenir et ce qui peut arriver. Mais déjà, si on... beaucoup les autres. Oui aussi, on regarde aussi beaucoup les autres. Alors que si on fait la comparaison, par exemple, les autres ont peut-être pas fait aussi bien, mais vu que c'est vu d'un prisme extérieur, on peut se dire ah c'est mieux. Non, pas forcément mieux. C'est pas être bien, ça peut être très bien aussi, mais pas par rapport à toi. Et et donc en fait, bah j'ai compris que ce que je faisais, ce que j'avais déjà fait était très bien et que l'avenir pouvait être aussi très bien, même sur l'évolution qui peut y avoir. Mais moi, j'ai l'impression, enfin, du coup, en te suivant, moi, je t'ai découvert sur Twitter. Donc, vraiment, Twitch, je commence Ouais. juste à me mettre dans le truc. Alors, c'est horrible, hein, mais je l'ai mis grâce à Anime. Enfin, c'est Anime. Ah oui, oui, non, C'est Anime, je me dis, bah, j'ai envie de regarder ces lives. Après, genre, évidemment, j'ai des échos un peu de tout. Et du coup, moi, depuis 2022, je te suis, 2021, 2022, je te suis sur Twitter. Et j'ai l'impression que chaque année, ouais. c'est de plus en plus fou et c'est de plus en plus gros.
pour toi, enfin personnellement, parce que du coup je vois ton nom sortir de plus en plus, mais après évidemment vu que je te suis, ça aide, mais j'ai l'impression que même dans ton contenu, il y a toujours un step de prix depuis 2022 et du coup ça permet facilement de faire le par un Monaco et à tout ce qui s'est passé où je trouve que depuis 2022 il y a un gros step qui est passé et comment tu vis du coup de chaque année avoir Bah, c'est super gentil déjà et merci beaucoup. Et bah, le step depuis 2022, enfin, j'essaie de me souvenir qu'est-ce qui se passait par exemple en 2022. Bah, en 2022 aussi, il y a aussi un gros tournant. C'est Alpine. Ok. Oscar Piastri, le cas Oscar Piastri, tout ça et ainsi de suite. Ça a été un tournant parce que c'est un moment où je commençais un peu plus je pense, à m'affirmer dans la création de contenu et à créer des choses, notamment sur TikTok aussi également. C'est cette année-là où j'ai commencé TikTok aussi, en plus de mes lives. J'ai commencé à mettre aussi des choses sur YouTube, donc tout en cumulé faisait que l'actualité de la Formule 1 faisait que c'était propice pour se lancer dans des nouvelles choses. Et en plus, et en même temps que ça, tout bête, mais RMC Sport commençait sa chaîne Twitch. Ouais. Et moi, je faisais régulièrement des choses sur la chaîne Twitch de RMC Sport. J'intervenais beaucoup sur les questions Formule 1. Ok. Et en fait, mélangé à tout ça, bah, j'étais un peu partout en même temps avec le Twitch de Monaco, en même temps avec RMC Sport sur Twitch et en même temps sur mes réseaux. Donc, il s'avérait que tous les jours ou vraiment toutes les 12 heures, il y avait un contenu où j'étais impliqué qui sortait. Oui, ok. Et Ça aide. donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et derrière forcément avec l'actualité Formule 1, comme mon contenu est basé sur ce qui se passe en Formule 1 à l'instant T, même si maintenant je fais un peu plus de contenu sur ce qui s'est passé déjà en Formule 1 par le passé et en même temps sur ce qui peut arriver d'ailleurs, bah forcément il y a une pluralité de contenu qui se fait, donc d'où je pense ça peut accentuer le step depuis 2022. Même c'est vrai que j'ai du très beaucoup de mal à m'en rendre compte parce que bah il y a un truc, c'est ça s'appelle la tête dans le guidon. Tête dans le guidon. Et ça c'est très difficile, et même quand par exemple on prend des vacances, c'est très dur, non pas déjà de se mettre en mode vacances, mais en plus de ça, quand on ressort des vacances pour se remettre la tête dans le guidon, horrible. C'est très difficile. Vraiment, c'est très difficile. Donc ouais, c'est un peu difficile je pense de voir quand on regarde ça personnellement les choses qui font qu'on a peut-être évolué depuis 2022. Mais du coup, tu vas pouvoir nous parler de ça et surtout nous parler de Monaco. Oui. De tout ce qui se passe du coup donc depuis 2022, ouais. On te voit beaucoup sur Monaco, que ce soit du coup sur le Grand Prix historique, que ce soit sur le rallye ou que ce soit du coup comme tu as dit sur le Prix. Et cette année, pour moi, t'as vraiment passé un step en plus en étant présentateur, même si c'est qu'une petite partie avec tes deux copains sur la scène de Monaco. Ah oui. Je trouve que c'est quand même un step de fou. Mais du coup, comment s'est passé en fait ce début d'intégration à Monaco? Alors en fait, ça a commencé avec l'Automobile Club de Monaco. Si je me trompe pas, c'est par quelqu'un qui s'appelle Sharif, qui est dans la direction de l'Automobile Club de Monaco aujourd'hui. Et en fait, pendant la situation Covid, j'étais dans un groupe qui s'appelle les courses circuitées. Ok. Qui faisait régulièrement des courses sur F1 2020. Ok. Et en fait, le jeu vidéo. Ouais, le jeu vidéo, exactement. Et en fait, dedans, il y avait du coup Sharif, et un jour, Sharif, je crois, il voit que je suis créateur de contenu, et plus particulièrement au niveau aussi sur la question du gaming. Donc, parce que j'avais des liens avec... je suis toujours en tant que créateur pour EA. Oui. Et en fait, par ce biais-là, il m'envoie un WhatsApp, et en fait, il me demande, je crois, des questions sur comment ça se passe en fait avec Monaco et F1 parce qu'il y a des petites incompréhensions. Moi, je lui explique un certain nombre de choses. Et en fait, c'est là où il me dit directement qu'il travaille à la CM. Ok. Et en fait, on commence à discuter. Puis après, on se voit à Monaco quand je suis dans le sud. Et en fait, derrière, on me propose en 2022, parce que moi, je suis un créateur, comme j'ai expliqué, j'aime beaucoup la Formule 1. Et je suis l'un des seuls créateurs francophones à parler très régulièrement de Formule 1. Il
Il y a une autre créatrice qui s'appelle Pokérace qui a un compte Insta notamment et qui fait un boulot fantastique également sur la Formule 1 parce qu'elle fait beaucoup des news spécialement pour la Formule 1, donc c'est trop trop cool. Mais à ce moment-là, moi je pense que j'étais vraiment le seul. Ok. Vraiment le seul. Et donc en fait, il me propose, est-ce que ça te dit, la CM vient me voir, il me propose, est-ce que ça te dit de devenir speaker pour le e-prix en 2022? Je fais, ouais, Clairement. ouais, pourquoi pas, et ça commence comme ça, sur les prix de Monaco en 2022. Et en fait, ça se passe très très bien, même si forcément il y avait une part de stress parce que au moment d'appuyer sur le micro, le on, je me rends compte que je parle dans tout Monaco et que tout Monaco m'entend, mais il faut que ces speakers sur tout le circuit, donc tout Monaco m'entend. Et il y avait un moment de stress, donc c'était incroyable. Donc après, ça se fait très bien, tout se passe très bien. Et après, par la suite, tout ça se passe. Je crois qu'on me rappelle fin d'année du coup 2022. Parce qu'il y a le WRC qui arrive, donc le Rallye Monte Carlo 2023. Et on me demande si je veux rejoindre l'équipe au niveau de l'équipe média, mais l'équipe com, de la communication. Il veut créer du contenu. Ouais, et de faire vraiment de la création de contenu pour l'Auto Eiffel de Monaco sur l'événement du Rallye Monte Carlo. Et en fait, c'était fou parce que le WRC c'est aussi un championnat que le rallye en tant que tel qui pour moi ce sont eux les meilleurs pilotes du monde, plus particulièrement parce qu'ils sont fous. Ah, je pense que pour moi, ça se bataille avec la moto. Ouais aussi, ouais, c'est vrai. Mais parce que c'est un monde, excusez-moi, c'est des fous du bus, hein. C'est pas incroyable ce qu'ils font. Enfin, avec tout le respect, je pense qu'il leur en manque une case. Hein. Ouais. Et notamment, c'est là que je vois un peu plus, du coup, la première fois que je vois des voitures de rallye rouler. Ouais. Donc c'était impressionnant. Et moi, du coup, je faisais la création de contenu avec eux, mais plus particulièrement les interviews. Et donc, du coup, il s'avère que là, je commençais à interviewer du Sébastien Rocher, qui venait de égaler ou de battre, je ne me souviens plus, Sébastien Loeb au nombre de victoires au Rallye Monte Carlo. Et je l'interview sur le bus, un bus impérial dans tout Monaco. Donc je suis sur le bus avec lui, en train d'interviewer. J'interviewe aussi Thierry Neuville, aussi, et bref, du coup, tout se fait bien. Et en fait, la semaine même d'ailleurs se passe très bien. Parce que la particularité aussi, c'était que ce Rallye Monte Carlo ne se passait pas dans l'univers de Gap. Ok. Ça se passait directement avec comme lieu de base Monaco. Parce que c'était la situation Covid encore, donc on pouvait pas partir à Gap. Il y avait encore des restrictions. Ouais, dans la section. Donc du coup, c'était plus facile, je pense, pour moi de m'adapter par rapport au fait qu'on était à Monaco. Et derrière, ça continue comme ça, avec le WRC. Il y a le e-prix qui revient. Ouais. En fait, il y a vraiment une relation de confiance. Ouais, c'est vraiment ça, c'est la relation de confiance qui continue. Donc 2023, il y a le e-prix. Je fais pas le Grand Prix cette année-là. Non, elle est pas notée. Ouais, non, je fais pas le Grand Prix cette année-là. Et après, rebelote. 2024, je fais le Rallye Monte Carlo à nouveau. Là, cette fois-ci, c'est à Gap. Et c'était une expérience fantastique parce que là, c'est vraiment Gap. C'était vraiment le vrai Rallye Monte Carlo qui était extrêmement difficile avec une immense bataille. Et c'était absolument fantastique parce que là, en plus, il me semble que c'est Thierry Neuville qui vient s'imposer à ce moment-là. Ouais, c'est Thierry Neuville qui s'impose. Donc Hyundai s'impose. Il y a l'enchaînement avec, là, cette fois-ci, le e-prix Monaco et le Grand Prix Monaco historique. Et sur le GP historique, t'as été présentateur. C'était la plus belle expérience de toute ma vie. C'est vrai? Incontestablement. C'est la plus belle expérience de toute ma vie parce que on me présente le projet au moment d'ailleurs du Rallye Monte Carlo. Ok. Donc quelques mois auparavant. Et on propose ça. Moi, je dis, on me propose soit de commenter, je crois, ou soit de faire la présentation et de me balader et ainsi de suite. Et moi, je demande en fait à ce que je sois dans la pit lane et que je puisse me balader partout. Parce que je pouvais balader, là, j'avais vraiment une totale carte blanche. Ouais, je pouvais faire, je sais pourquoi tes études aussi, t'avais ça? Ouais, et j'avais vraiment envie, en fait, d'avoir ce rôle-là plus particulièrement. Parce que j'avais confiance en moi et je savais que je pouvais, que j'allais m'éclater, plus qu'à commenter ce qui est très bien. Mais là, particulièrement, je pense que ça allait être trop bien.
Il y avait aussi un challenge du fait que c'était j'avais jamais fait de course historique de toute ma vie. Ok. Et là, je me plonge dans cette question-là de comprendre un petit peu tout l'univers du Grand Prix de Monaco historique, parce que ça va de voitures d'avant-guerre jusqu'à... Ouais, c'est un peu comme le Grand Prix historique de France. Ouais, oui, c'est un peu ça, sauf que là, on est vraiment sur ça va pas au-delà de 1985, les voitures. Ok. Ah, le bruit. Ah, le bruit, mais le bruit, le micro de mon téléphone a failli lâcher, parce que... Ah ouais? Ah, mais c'était très bruyant. Ah, c'était très bruyant. Moi, il y a une vidéo au départ de la dernière course du dimanche sur mon téléphone, où le micro, il peut pas contenir. Il lâche. Ah, mais c'est un bonheur, c'est pour les oreilles, c'est un bonheur, du coup, pas pour les micros, mais Ouais, ouais. Et en fait, c'est la plus belle expérience de toute ma vie, parce que là, c'était journée du samedi et du dimanche en live, avec des interventions, avec des commissaires. On parlait avec des commissaires en live directement. On a fait des interviews avec plein de personnes. J'ai interviewé Patrick Dempsey aussi en live, et c'était trop trop bon. c'est quoi, est-ce que t'as une personne où tu t'es dit, elle est tellement intéressante Ouais. que je suis déçue que ça dure que quelques minutes Oh bah Dempsey, hein. Ah ouais? Ah Dempsey, alors Dempsey, ça faisait partie des gens que dans le monde que j'avais envie d'interviewer. Ok. Vraiment avant même qu'on me le dise. Ok. Parce que Dempsey, c'est oui un acteur, producteur aussi également, personne extrêmement influente dans le monde, mais il est aussi extrêmement passionné par le sport automobile. Il a fait les 24 heures du Mans notamment, et il est en tant que pilote, il a fait ensuite il a été en tant que team manager aussi. Ok. Donc Donc il a beaucoup de casquettes. ah ouais ouais, et donc moi ça m'a beaucoup intéressé les personnes généralement qui ont fait énormément de métiers ou qui ont énormément eu d'influence dans différents secteurs. Parce que moi ça m'a toujours intéressé, et Dempsey plus particulièrement. L'interview elle a un peu tourné autour de ça, de ouais, est-ce que je préfère être pilote ou team manager, et ainsi de suite. Qu'est-ce que ça fait d'être ici à Monaco, parce qu'il est ambassadeur Tiger, Oui. Patrick Dempsey. Et moi ça m'a vraiment l'aspect acteur, producteur, réalisateur aussi, genre tout ça, ça m'a toujours extrêmement intéressé. Donc c'était hyper cool, extrêmement gentil d'ailleurs, extrêmement courtois. Ça, enfin vraiment un mec hyper gentil. Et donc ça s'était hyper bien passé. Et donc ouais. Après ce Grand Prix Monaco historique, il y a ça aussi un Grand Prix qui était très émotionnel, parce que moi je me souviens d'un pilote qui je fais une interview je faisais les interviews le dimanche des vainqueurs, Ouais. et pareil pour les poleman d'ailleurs. Non, le poleman seulement de la dernière série, mais le dimanche je faisais les interviews des vainqueurs, et il y en a un qui avait gagné une série qui avait fini en pleurs parce que son père lui venait de perdre son père quelques jours ou quelques semaines auparavant. Et je le vois, et moi je fais l'interview, et en fait il commence à pleurer, et il explique pourquoi. Ok. Et là c'était très très émotionnel, donc et ça m'a encore plus mettre dans l'idée que le Grand Prix de Monaco historique c'est pas juste une course de parade. Parce que moi dans ma tête au début c'était de la parade, parce que c'est historique, je me dis pas ils vont pas rouler à 300 km/h, à 250 km/h entre les murs comme ça de Monaco sur le circuit le plus exigeant au monde, quoi. Et en fait si. Moi j'avais cité René Arnoux, il l'a dit au Grand Prix de France. On lui a dit, moi je suis tellement content d'être pilote, et parce que les voitures elles sont pas là pour être dans un garage. Il faut de l'huile, il faut du bruit. Et ce qu'il avait dit, ça m'avait vraiment, où je me suis dit, je comprends. Ouais. En fait je comprends les pilotes et les fanatiques de conduite. Ah, moi vraiment je suis pas fan de conduire. Ah ouais, Mais du coup je comprends l'intérêt aussi de se dire, en fait la course historique c'est aussi pour faire rouler des voitures, ou ah oui. les faire rouler aujourd'hui, quoi. Eh ben c'est ça. Et moi quand il y avait des accidents sur le Grand Prix de Monaco historique, je me disais mon Dieu, l'assurance. Ah oui, oui, mon Dieu, c'est tellement cher. Oh là 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 là. Bah d'ailleurs, il y a eu ça a retrouvé d'ailleurs, mais c'est encore disponible tous les lives du Grand Prix de Monaco historique. En 2024, l'avant-dernière série le dimanche, que des accidents. Que des accidents. La course doit durer une quinzaine de tours. Oui. Je crois que la course, pas loin de 2 heures. Pas loin de 2 heures. Et je peux me dire qu'il y en a un qui était au commentaire sur l'après-midi, que c'était PO, on l'a mis au commentaire. Oh non. Il est resté dans la cabine pendant tellement longtemps. Oh là là, le pauvre. Et ils ont meublé, c'était incroyable. Vraiment, c'était une expérience de fou, parce que
Bah du coup il y a que des accidents, on est obligé de refaire un départ, après encore accident et ainsi de suite. Et là je voyais toutes les voitures en train de me dire mais mon Dieu il y a des millions de réparations là devant mes yeux. Et c'était assez incroyable parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que en fait il fallait réparer les rails entre l'avant-dernière course et la dernière course. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de dégâts forcément. Et surtout que ces voitures-là, quand elles touchent le rail, il faut beaucoup plus de dégâts que les voitures à côté derrière, parce qu'elles sont beaucoup plus lentes. Et en fait, on me dit à l'oreillette, bon, c'est un petit insight ça, mais on me dit à l'oreillette, bon écoute, on sait pas quand est-ce que la prochaine course commence, donc bah c'est toi qui vas prendre le lead là, et tu fais ce que tu veux, mais tu te débrouilles, mais t'as au moins 45 minutes devant toi. Et là, je fais oula. Tu fais comment? Et en fait, ce qui s'est passé, là, faut vraiment réfléchir, mais que je te dis ça calmement, mais il fallait une réflexion, enfin, parce que c'est une réflexion de 2 secondes pour prendre une décision sur ce qu'on fait, quoi. Et en fait, pour le Grand Prix de Monaco historique, avec la CM, on avait décidé de faire un programme d'influence, donc d'inviter des créateurs pour justement mettre en avant et de faire découvrir aussi surtout le Grand Prix de Monaco historique. Donc on avait invité, il y avait Hydro, donc Julien, il y avait PO, donc des Pielo, il y avait Lucas Tarléfin, il y avait Julia Haller aussi également, et je crois qu'il y avait un autre créateur qui s'appelait MC Petrol, qui est basé sur Monaco. Ok. Et, euh, et là, je me dis, bon, il y en a deux que je connais très bien, c'est Lucas et Julien. Et après, il y a le podium. J'attends la fin de l'hymne national parce que, bah, faut, sur le podium de la course, parce qu'il faut respecter. Et dès que l'hymne national termine, je fais, toi, vous venez. Vous m'accompagnez dans cette merde. toi, vous venez. Et ils ont pas compris. Je veux dire, on va là-haut et on fait un podcast. Et on a fait donc Julien et Hydro. Et on est allé en haut sur la terrasse. Je leur ai expliqué sur la route, ok, on a 30-45 minutes, ils sont en train de préparer le circuit. Ouais. Le live se coupe pas. Donc, on va faire un truc. On fait un podcast, on fait un meublé. On a meublé. Et du coup, on se pose là aux petites terrasses. Et avec le micro, moi, je fais des interviews, ainsi de suite. Et je crois que ça dure facile 15, peut-être 10, 15, 20 minutes. Et en fait, derrière moi, j'entends les autres voitures rouler. Je me dis, il se passe quoi là? Et en fait, je redemande, et en fait, ils ont sensiblement soit réparé plus vite que prévu, soit il y a moins de réparations à faire que sur le circuit. Ouais. Et parce qu'en fait, la nuit est en train de tomber sur Monaco. C'était vers quelle heure? À 17-18 heures, Oui, il commence à faire. ouais, il commence à faire sombre, quoi. Donc faut y aller. Et il s'avère que bah, que ça allait plus vite. Donc d'ailleurs, j'ai redonné la main, j'ai présenté la prochaine série, et après la dernière course c'est faite, quoi. Ah, c'est génial. Ah ouais, mais pourquoi pourquoi aussi j'adorais ce genre je voulais prendre ce rôle-là de balance le Grand Prix Monaco historique, parce que bah j'avais cette volonté de faire d'être vraiment dans l'action, de bouger tout plus proche de ce que t'es non plus. aussi, ce que j'aime, et plus particulièrement aussi du fait que bah si j'ai eu cette confiance de pouvoir faire ça, moi, de me dire ok je veux faire ça, c'est parce que depuis 2022 et jusqu'à encore aujourd'hui en 2025, il y a eu le Grand Prix Monaco, la CM m'a fait confiance. Ouais. La CM m'a apporté toute la confiance, et je remercierai jamais assez infiniment toute l'équipe avec laquelle je travaille dans le club de Monaco pour la confiance qu'ils m'accordent et ainsi de suite, parce que moi ça me touche beaucoup, si je les considère comme ma famille, pour toute l'aide qui m'apporte et tout le soutien et tout le bonheur aussi dont on vit ensemble dans les épreuves de la CM, parce que bah c'est pour le coup, quand je parle si je dis aventure humaine, je gabote pas du tout le mot, c'est vraiment des aventures humaines, parce que les rallyes, et même rallye historique d'ailleurs aussi, le Grand Prix historique aussi dans la préparation et ainsi de suite, c'est très très fort. Donc voilà, je remercierai jamais aussi Corentin Debord qui est un ami pour moi et qui me soutient énormément dans tout ça, parce que forcément il y a de la pression, parce que la CM c'est aussi ça, c'est regardé aussi forcément par l'État, le direction. Oui, plutôt. Donc ouais. Comment t'en viens à être sur la scène avec tes deux copains du podcast Ouais. Bah, parce que ce qui s'est passé, c'est que à 2025, du coup, il y a eu si je résume, il y a eu le rallye Monte-Carlo et il y a eu le rallye historique également avec la CN, plus le e-Prix Monaco, et plus forcément du coup le Grand Prix Monaco F1. En fait, il se base que pour le Grand Prix de Monaco, bon, c'est Formula One, donc c'est très restreint au niveau des accès. C'est plus difficile d'avoir des accès forcément sur les Grands Prix de F1. Et du coup, il y a, en invité influence, il y a
Julien et il y a Lucas par les fois. Et avec et en fait il y a une idée comme quoi en fait sur avant que les pilotes arrivent sur la scène le vendredi matin, parce qu'il y a Sauber, je crois ils arrivaient à 11h, Ok. 10h50 pour être précis. Et donc du coup bah il fallait qu'on trouve quelque chose, un truc pour faire patienter les gens bah jusqu'à 11h quoi. Et on voit ça. Et en fait, il y a cette idée qui a émergé à la CM, parce qu'il faut lui demander après l'accord de ta Formule 1, Oui. parce qu'ils connaissent pas. Oui, ils disent, mais tiens, c'est cheap. Il y a 3 copains, là, ils veulent monter sur l'assiette, et pourquoi? Avec le micro F1 en plus, donc C'est joli. C'est très... là c'était un moment fort aussi. Et du coup, ça se fait, et du coup, on a présenté, ça a été présenté à l'organisation F1, je crois. Ils ont accepté, on fait OK. Voilà, ça, comme ça a permis d'être déjà beaucoup de monde de la fan zone. Là, il y a du monde, en Ouais, fallait aussi les occuper, c'est très important aussi, parce qu'il y a des gens qui viennent depuis 4 heures du matin. Oui, oui, oui. Bon, on a du mal à comprendre quand il y a les voitures qui roulent. Ouais, mais ils sont là très très tôt le matin. Donc bah des bravo à eux, et du coup bah faut aussi un peu entre guillemets les récompenser avec un certain divertissement sur scène avant que les pilotes arrivent. Et donc on nous propose ça et on arrive, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait l'idée c'est de faire on- de faire parler Julien et Lucas au niveau de qu'est-ce que va être, comment ils voient le Grand Prix Monaco, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils voient la saison de F1 aussi également depuis jusqu'au Grand Prix Monaco, et même sur l'avenir, et de faire un jeu notamment ensemble sur la scène quoi. Mais c'était fou parce que parce qu'on monte en fait sur scène. Moi pour le coup j'arrivais un peu plus à temporiser tout le stress et tout. C'est un peu plus de choses, et c'est un peu plus Oui. phénomène. Sauf que là, j'avais vraiment mesuré le fait que j'ai un micro Formula One dans les mains, Ouais. qui est un milestone, c'est un truc Plus. exceptionnel. Le voir David Poutard et tout ça, quoi. Ouais, voilà, c'est énorme. Et donc j'ai le micro Formula One, il y a une scène devant moi avec plein de personnes, et en fait j'arrive, je monte, et en fait que tout redescend. Ouais. Tout redescend, je fais ok, ça va. C'est le moment où juste avant de monter dans les pipi, tu dis, ah non, pas. Et en fait, non, une fois que ouais. Et derrière, tout s'est très bien passé. On a rigolé, on a déconné comme pas possible. On a bien rigolé. C'était une ambiance trop bien. Je crois qu'il y avait plus de 2500 personnes. c'est énorme. Ouais, plus de 2500 personnes. C'était fou. Et donc ouais, c'était une expérience assez vraiment absolument inoubliable. Vraiment, c'était incroyable. Tu penses pouvoir le refaire l'année prochaine? Oui, non, moi vraiment tout ce qu'on me propose, j'étudierai toujours l'idée, et je pense que je dirais toujours oui, et surtout avec la CM. Parce que s'ils me proposent quelque chose, c'est qu'ils ont confiance en moi. Ah, Donc je pense tout ce que me demande la CM, je pense que je dirais toujours oui. Donc même s'ils me proposent la prochaine, je pense volontiers à voir sur tout ça. Après, j'avais un petit peu l'expérience des fan zones et de la scène par rapport à ce que j'ai fait sur le GP Explorer numéro 2. c'est bien, hein. C'est C'est juste là. Ah, c'est pas mal. Allez. Non, oui, vas-y, tu peux y aller. Parce que du coup, je comptais finir avec ça, puisque du coup, les ventes sont en tête ce soir au jour ou pas. Et du coup, t'as interviewé les pilotes au GP Explorer. Ouais. Le numéro 2. Le numéro 2, ouais, le GP Explorer numéro 2. C'était l'opportunité d'arriver très tard. C'est vrai? Très tard parce que c'est arrivé, il me semble, le mois d'août. Ouais, donc Et 7 semaines avant, moi, que le GPE était en septembre. Là, cette année, c'est en octobre. ouais. Et moi, je savais pas si j'allais y aller ou non, au GPE numéro 2. Quand on propose ça, je fais, ok. Allez, bah, vamos. Et en fait, bah, du coup, l'histoire, c'est que je devais me proposer de faire les interviews sur scène. Ouais. Devant le public, des pilotes qui allaient passer de barre 2 du coup, et donc bah c'était beaucoup trop bien. L'ambiance aussi, c'est une ambiance pour ça que je dis que c'est peut-être le plus bel événement sport auto français que j'ai pu vivre, parce que c'est une ambiance. En pensant Grand Prix de Monaco et Grand Prix de France. Grand Prix France, oui. Grand Prix Monaco, du coup c'est la France. Je retiens la phrase de Laurent Dupin qui dit bon, c'est peut-être la seule chance qu'on ait d'avoir un Grand Prix un peu à domicile, donc c'est... Oui, bah c'est, ouais, un peu à domicile, c'est vrai. Mais vraiment, même en Grand Prix de France, bah du coup, en incluant du coup le Grand Prix de France, Ok. oui, facile. Facile parce que
Et je sais que ça a beaucoup choqué, en fait, des personnes du sport automobile qui étaient présents au GP Explorer numéro 2, qui étaient pas là au GP Explorer numéro 1. Et ben du coup, c'était Bocon et Gasly. Oui, Parce que notamment, oui. mais Marc Martin, c'est une sûr qu'il avait fait le Victor. il Victor était était là. Non, Victor était le numéro 2. Et c'est aussi surpris aussi loin. Ouais. Donc lui, il avait pris les deux dans la file. Ouais, Victor était au numéro 2. Théo et Pourchère aussi étaient Ouais. là Ah, ils avaient mis le paquet. au GPE numéro 2. Et en fait, ça a beaucoup choqué parce que, franchement, pour ceux qui n'y étaient pas, faut vraiment comprendre que à 6h30 du matin, 7h, C'était plein. c'était plein. Et ça gueulait. Ah ouais. Ça criait déjà avec une ambiance Ouais, c'est bon. énorme, exceptionnelle. Mais à un point, et moi je suis arrivé, j'étais en mode, waouh! J'étais en mode, mais c'est incroyable. Il y a pas une décharge, pas une charge d'émotion, tu sens le Si, là, parce que je savais que ça allait être exceptionnel en termes d'ambiance, mais je savais pas que ça allait être aussi fort. Ok. Et j'ose même pas imaginer l'émotion pour les pilotes, forcément, qui se prennent ça et qui sont boostés pour la journée. Et la journée, elle s'est passée, elle était incroyable parce que bah j'arrive, fait en sorte d'arriver très tôt au circuit pour être tranquille. Et ensuite derrière, bon bah je me prépare pour aller sur la scène pour accueillir les pilotes. Et en fait surtout je comprends que les gens arrivent de plus en plus. Oui. Et au moment où je monte sur scène, je vois une foule énorme. Ouais. Une foule énorme pile en face de moi, à gauche sur les buts, des petites montagnettes entre guillemets, et à droite aussi, et ça s'étend comme pas possible, mais je me dis, mais c'est énorme tout ce qu'il y a devant moi. Et en fait, j'étais un peu stressé au début, mais un peu comme j'ai dit par rapport à la Formule 1, Ouais. pas trop finalement après. Pourquoi? Parce que le public répondait, était bonne vibe, était dans la bonne ambiance, et on jouait ensemble et tout, sur plein de choses. Pour quel duo ça avait le plus gueulé au GP Soir? Ah, Squeezie et Gotha. Ah ouais. Ah oui, Squeezie et Gotha, de très loin. Même pas des pilotes. Alors que tu savais que Si, PO et Manon, ça avait, mais par contre, pour tout le monde, ça avait gueulé, hein. ouais. Mais c'est vrai que, Il y avait un truc. ouais, Squeezie et Gotha, il y aurait quelque chose, vraiment, Ça couche sous le sens. ouais. Et aussi, Mister V Et Théo. oui, oui, C'était Odious. oui, Théo Juice, ouais. Oui. Théo Juice, ouais. Et, bah là, je trouve que c'était extrêmement drôle. Vraiment, c'était tellement drôle, le moment avec Mister V et Théo Juice, parce que c'était que van sur van tout le temps en plus, donc c'était beaucoup trop bien, quoi. Et quel duo t'as le plus impressionné? Tu sais, parce que t'en connaissais déjà quelques-uns. Ouais. Donc il y avait je connaissais Anna, je connaissais PO, je connaissais un peu Bouzy. Étienne, oui, c'est vrai, Étienne. Et Anixem, je l'avais jamais rencontré avant. Ouais. Mais Étienne, je connais très bien. J'ai oublié personne. Bah, je pense, la personne qui m'a le plus impressionné, bon, c'était facile, Anna. Ah ouais? Ah oui, facile. Facile parce que, pour être honnête, j'avais pas suivi, en fait, tout ce qui se passait dans les entraînements. Okay. Que j'avais pas trop de temps. J'ai pas cherché à ça. Ouais, donc tu savais pas qu'elle était très haut dans le classement. Ouais, mais après, c'est pas une question d'être très haut enfin, c'est pas une question de très haut dans le classement, mais surtout d'assurer le jour J. Ouais. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau ou de personnalités qui n'assurent pas, en fait, dans le moment opportun. On voit beaucoup dans le football, il y a plein de joueurs de foot qui sont très bons toute la saison, mais dès qu'il y a la finale, ça s'est pété. Ouais. Voilà, bonne soirée. Bah là, Anna June, elle a été très bien dans les entraînements de ce que j'ai compris. Et ensuite, derrière, le jour J, elle a assuré, elle termine dans le top 5. Elle a fait une excellente course et aussi, il faut assurer émotionnellement et dans le sens où il faut aussi ne pas être tétanisé par l'événement. Oui. Je pense que beaucoup aujourd'hui participeraient au GP Explorer. Ils seraient tétanisés par l'ambiance, par l'événement, parce qu'il se passe énormément de choses. Et en plus, il s'est passé pendant le GP Explorer numéro 2, bah, il y a eu l'accident entre Manon et Mexlady. Bah, je pense que t'es pilote, tu redescends un peu en mode, tu doutes un peu plus peut-être de tes actions, ça. Parce que moi, j'avais saigné toutes les vidéos et j'ai saigné toutes les vidéos de après où on dit, mais on était pétrifiés. On voit un gravier, on est pétrifiés. Bah oui. Mon Dieu. J'espère qu'il y aura pas ça cette année. Ah oui, non, bien sûr. Et juste, là, ces questions, mais purement personnelles. SCH, il était comment? Ah bah, c'est tout ce que j'ai dit, mais c'est vrai que malheureusement, il n'est pas monté sur scène. Ah bon? C'est les seuls qui sont pas montés sur scène. Ah
Ah oui, Ah non, là, je suis déçue. il va me gâter. Non, là, je suis déçue. Bon, j'aime pas sa musique, mais j'aime tellement le Ouais, la vibe, oui, je suis d'accord. que je me dis, non, mais ça doit être tellement cool de juste de le voir et lui dire merci. Juste merci. Ah non, bah, Et voilà, on va pouvoir parler sur le petit droit de réponse. Donc, dans mon interview avec Hydro se plante sur tellement. sur comment vous êtes rencontrés. Donc, est-ce que tu peux rétablir la bonne timeline? Parce que Julien a dit qu'on s'était rencontrés Ouais. aux essais hivernaux en Espagne pour 2020. Ouais, c'est ça. J'y étais pas. J'y étais pas. J'y étais absolument pas. Super. Et je l'ai envoyé un message, je lui ai dit, mais t'es complètement crack. Pas du tout, mais j'y étais absolument pas. On s'est rencontrés un petit peu plus tard. On s'est rencontrés, mais on avait commencé par contre, et bon, ça avait peut-être confondu, mais on avait commencé à discuter, je crois, à partir des essais Lano de 2020. Ok. Parce que la relation s'est faite par PO, Oui. les Pielo. À l'époque, j'ai des Pielo sur certaines sur Twitch, Ok. et particulièrement. Et notamment, on faisait quelque chose qui s'appelait le Fast Morning à l'époque. Ok. C'était un live le matin sur l'actu sport auto qui était hebdomadaire, donc chaque semaine. Ok. Mais après, en fait, je pense que c'est plus par le tempérament et par le fait qu'on avait le même âge. Avec Julien, on s'est un peu plus rapprochés, on est devenus potes, voire même meilleurs amis aujourd'hui quasiment. C'est un de mes meilleurs amis. Et, et en fait, la relation s'est faite naturellement. Je commençais à venir très souvent sur ses lives, même en vocal et tout. D'accord, on rigolait très très bien. Pendant le Covid, pendant le confinement, on était jusqu'à des heures pas possibles sur Discord avec tout le groupe Discord qu'on avait. Et en fait, il s'avère qu'on se rencontre, plus précisément, le moment, un moment où on a eu, où il avait une opportunité à France Télévisions pour commenter les 24 heures du Mans virtuelles. Ok. Donc il vient sur Paris. Ok. Et moi je dis vas-y go, vas-y on se voit. Et je sais plus, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés un peu. Ah, donc c'est tellement pas en rapport avec une rencontre sur un circuit ou quoi. Ah, Ah oui, non, donc je viens d'être complètement, mais à côté de la plaque. Et donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés du coup avec Julien. Et du coup, comment est venue la discussion on crée quelque chose ensemble? À peu près comme il a dit. Je même Julien comme il l'a dit. En fait, de mon prisme, en gros, ce qui s'est passé, c'est que... Oui, parce que du coup, on a sa version, mais moi, je veux ta version à toi. Et surtout, dans le contexte, moi aussi, moi de mon côté, il s'avère qu'en gros, moi, je commençais à être... je commençais aussi à être... par rapport au pistonné, j'avais les commentaires YouTube et tout, donc je me prenais ça en pleine tête. Ouais. Honnêtement, je commençais dans ma tête à me dire peut-être que je vais peut-être arrêter ou faut que je trouve une solution parce que ça me met mal en fait, ça me vraiment me mettait très très mal. Et en même temps, il y a Julien qui envoie un message sur Discord pour me dire ouais, j'ai un truc, faut que je te parle. J'ai un truc, j'ai un projet, si tu veux on peut en parler. Et en fait, il avait vraiment une idée qui émergeait. Mais pas vraiment, il y a pas de concrétisation. C'est rien abouti, c'est genre l'idée à 3 heures du mat ou sous la douche. Ouais. Faut que je fasse ça. Exactement. Il vient me voir, on en discute. Et ça tombait très bien parce que moi j'avais cette vibe sur les réseaux sociaux, mais forcément journaliste aussi, journaliste de sport. Donc et derrière il me parle il y a pas de nom à l'heure actuelle à ce moment-là, il y a pas de nom. Oui, ouais. Donc il me dit juste voilà, je veux créer un média sport auto sur Twitter, sur les réseaux dans la globalité, mais voilà sur la Formule 1 et ainsi de suite. Et je fais et un peu plus comme je crois qu'il n'utilise pas ce terme-là, mais moi, dans ma tête, j'ai tout de suite pensé aux médias dans le basket trash talk. Ok. NBA, qui parle beaucoup qui parle de NBA, de basket dans la globalité, d'une manière très légère, avec beaucoup d'analyse forcément, mais très légère, avec un ton plus léger, Oui. comme si on parlait à ses potes. Oui, et pas un gros truc avec très technique où en fait tu perds très vite. Voilà, c'était ça. Et ce qui était, ce que je trouvais était vraiment moi ça me convenait totalement parce que j'avais aussi cette volonté là de mon côté de faire quelque chose de plus gros, pour être honnête, et ça rentrait totalement dans ma lignée. Donc on part sur la création de tout ça, et on part sur même la question de la direction artistique.
ça tombait très bien parce que il y avait quelqu'un qui m'avait suivi, qui faisait des très bons boulot dans le graphisme. Ouais. Et qui a fait toute la première DA de Off Track derrière. Et on était très satisfaits directement. Alors, on était très très contents. Et derrière, pour ensuite démarrer le compte, on s'était dit qu'il nous fallait une 30e personne. Ok. Donc c'est là qu'on allait voir Jérém la base, qui est sur Twitter. Et avec Jérém, on lui propose l'idée. Et lui, on le vanne beaucoup sur ça, parce qu'il nous dit je vais réfléchir et ainsi de suite, je sais pas parce que j'ai alors qu'à ce moment-là, Jérém, il avait rien. C'est pour ça qu'on le vanne, il savait qu'on fait, mais arrête de mytho. Et il savait pas trop à ce moment-là, il nous dit bon, on sait pas trop et tout. Bon, après il a accepté assez rapidement quand même. Et c'est comme ça que Off Track a commencé. On a co-créé ça avec Julien. Ensuite, c'est Jérém qui est arrivé. Et c'est comme ça que tout a commencé mi-2021, si je me trompe pas. Au moment où d'ailleurs je suis à Berlin pour la finale de la Formule 1. Ok. Où en fait de base je veux y aller. Et 2021, c'est pas de Vries? Si, c'est de Vries, ouais. De Vries qui devient le premier d'ailleurs champion du monde de l'histoire de la F1, parce que c'est à ce moment-là où ça devient un championnat du monde. Donc en fait, et d'ailleurs la toute première interview d'Off-Track, c'est un champion du monde. C'est fou. C'est Ligue de Vries. Et parce que de base, on devait pas, de base moi je devais y aller juste en perso. Ouais. À la finale en Formule 1. Puis finalement en fait, je me dis bon bah autant mettre Off-Track là-dessus, et on a mis ça Off-Track là-dessus. Okay. Du coup c'est comme ça que ça a commencé. Et du coup, moi la question que je me pose, c'est vraiment la dynamique de l'équipe, parce que du coup on a Julien qui est un 100% créateur de contenu vraiment pur, et toi qui es plus dans l'aspect journalistique. Ouais. Est-ce que ça a directement été quelque chose sur lequel vous avez été d'accord? Oui. Au niveau de la dynamique, est-ce que ça a peut-être posé problème en mode il y a un aspect journalistique, en fait, ou peut-être que tu sois 100% créateur de contenu, ou justement la balance se fait extrêmement bien entre vous deux? Non, la balance c'est très bien fait directement, parce que même s'il y a eu des débats sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on tweet, comment on le fait, et ainsi de suite. Ouais. Moi, j'avais la compréhension de la création de contenu, comme j'avais forcément aussi la compréhension par rapport à l'expérience que j'ai pu avoir dans le journalisme. Donc tout s'est bien conjugué, même s'il y a eu parfois des moments difficiles et des critiques autour de Track qui étaient certainement justifiées dans certaines choses, d'autres qui l'étaient absolument pas. Mais après on s'est toujours bien débrouillé dans l'ensemble, sachant aussi qu'on commence Off-Track au moment où c'est la saison 2021 de Formule 1. Oui. Je vais commencer au meilleur. C'était le meilleur moment comme pas possible, quoi. Vraiment facilement, quoi. Donc de ce fait-là, on commence au bon moment. Le fait est qu'on se connaît très bien avec Julien et Jérém aussi. Donc on arrive à gérer le compte à 3 dans un premier temps, en tweetant, en faisant les templates et ainsi de suite qu'on nous avait préparé. Et on est surtout aussi très très assidu sur les infos qu'on veut mettre aussi. Parfois on a fait des erreurs en mettant des bêtises. Comme tout le monde. Ah ouais, moi j'ai fait la plus grosse connerie d'Off-Track. Je t'en prie. Ah mais moi c'était exceptionnel. En fait, c'était une période de ma vie où je me couchais très tard. Ok. Vers 4-5 heures du matin. Pourquoi? Parce que j'étais resté sur le confinement, en fait. Okay. J'avais du mal à me recaler, en fait, à cause du confinement. Et il s'avère que c'était pour le Grand Prix de Turquie, du coup, 2021. Ok. Red Bull sort une livrée blanche. Oui. Et va sortir une livrée blanche, mais qu'ils ont pas encore annoncé. Et il y a un journaliste mexicain qui était proche du coup de Sergio Pérez. Ok. Il est toujours proche de Sergio Pérez. Qui balance une livrée blanche comme ça en disant c'est celle-là. Ok. Et moi je me dis lui on connaît quand même, c'était une blague. Sûr, ouais, ils sont sûrs. Je regardais les commentaires, il y a pas de personne dit ouais non c'est pas ça, ça vient. Et là je me dis bon, et je pense que sous la fatigue et tout, je lui dis allez, je la tweet, voilà, je mets le leak de la livrée, c'était pas celle-là du tout. Et c'était une livrée, je crois, qui a été faite par un fan. Oui, en mode template, regardez ce que je peux faire. Ouais. Et le journaliste mexicain, je crois qu'il l'avait enlevé d'ailleurs après. Sauf que moi, j'étais parti me coucher. Donc, il y a, là, après, vers 8 heures du matin, t'as Julien et Jérém qui se lèvent et qui voient ça, qui se disent, mais qu'est-ce qu'il a fait?
Et bah, Et comment vous gérez ça en interne? on a rigolé. Ah ouais, on a rigolé. On a rigolé parce que, enfin, surtout, moi, je me suis dit, qu'est-ce que c'est. Donc ça, c'était vraiment la plus grosse, à moi, là. C'était, moi, j'étais un niveau, là. Et c'est après, je crois que c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je vais arrêter de me coucher très très tard parce que vraiment, c'était qu'un coup de fatigue et un coup de non-vérification, tout Ouais. ça. C'est une grosse bêtise de la part, quoi. Mais après, on a rigolé, on s'est dit, bon, ça va, pas le l'ignorer, quoi. C'est pas, Oui, oui, c'est pas un transfert, oui, c'est voilà. vraiment, c'est rien, quoi. Ouais. Ok. Quoi. Et justement, Julien me parlait que bah, l'équipe maintenant elle a grandi. Et quelle a été la première personne que vous avez embauchée? Alors, embauchés, ils sont tous bénévoles, Ok, déjà. Mais la première personne, en plus de Jérém qui est arrivée, il me semble que c'est Joris. ok, C'est Joris. c'est poste. CM aussi, Ok, comme Jérém. Ouais, Joris qui a rejoint, parce que Joris, lui, il est parti ensuite en école de journalisme, à l'IEJ, d'ailleurs que, ouais, du coup, je conseille l'IEJ, et il y allait. Et, donc il y a eu Joris ensuite, il y a eu Manon, il y a eu Tristan, en CM, et, donc voilà. Après, successivement, il y a d'autres CM qui sont arrivés. Il y en a qui sont arrivés, d'autres qui sont partis d'ailleurs, parce qu'ils arrivaient, ça collait pas avec, tout off track en vrai, dans la manière de communiquer sur off track, et que aussi ça va très vite. C'est tout bête, mais ça va très vite. Il y a des moments où vraiment, toutes les 30, pas top toutes les 30 secondes, mais toutes les 10-15 minutes, il y a une info. ouais. Comme dans les moments chauds, je prends l'exemple, de sa Piastri, du moment d'Alpine en 2022. Là aussi, c'était un gros moment pour off-track parce que, bah, forcément, il se passe plein de choses entre, Alpine, McLaren, Daniel Ricciardo. C'est vrai, ce jour-là, c'était un peu une grosse catastrophe. C'était une grosse catastrophe. Il y avait un peu la compréhension sur de tous les côtés, donc fallait être, assez fort aussi mentalement pour tenir tout ça. Donc, il y a des moments comme ça où il faut être aussi rapide, et même hors moment comme ça, il faut être aussi rapide dans l'exécution. Et donc, bah, parfois, ça, pour certaines personnes, ça collait pas. Ok. Hmm. Et est-ce qu'il y a un moment ou peut-être un jour où vous avez dit, là, c'est genre, on n'en revient pas de l'information? Hamilton. Ouais, voilà. Ok. Hamilton Ferrari. Hamilton Ferrari parce que, pour être tout à fait honnête, c'est arrivé tellement de fois. On vous a dit, ah, peut-être Hamilton chez Ferrari. Ouais. Je n'y croyais pas. Ouais, ouais, c'est le moment où on y a, personnellement, du moins, le moment où j'y ai plus cru, c'était le matin à partir de 11h, Ok. où je sais plus ce que je vois, mais je comprends que ça va se faire, en fait. Ouais, tu dis là, c'est plus Là, des c'est fait. petites rumeurs ou quoi. Ça c'est fait. Ça n'a pas encore été dit par un journaliste italien ou britannique que ça c'est fait. Mais je comprends que ça va se faire. Ok. Je comprends parce que je sais plus ce que je vois, mais, c'est au point où, en fait, généralement, par exemple, quand il y a ce genre d'informations, on se dit, bon, non pas, est-ce qu'on la tweet, mais moi, tout le monde, par exemple, sur mon côté perso, je me dis, bon, je vais peut-être pas en faire un TikTok, quoi, non plus. Ouais. Parce que Hamilton Ferrari, comme je disais, c'est vraiment chaque année, même période, Ouais. il y a ça. Et parfois, c'est peut-être l'été. Allez, à l'aller, Mm. quoi. Oui, mais il y a toujours des petites rumeurs de il Ouais, va mais partir. sauf que, là, en fait, finalement, on comprend assez rapidement que ça va se faire. Au point, il fallait préparer, les templates, Ouais. les visuels et ainsi de suite assez rapidement. Donc cette journée, elle était très intense parce qu'il fallait, on attendait de la communication de Mercedes, communication de Ferrari, et derrière, il y a le soir arrive avec, la première communication de Mercedes qui dit que Hamilton a activé sa clause pour partir Ouais. à la fin de l'année. Et derrière, la communication de Ferrari qui est quelques minutes après avec juste un petit, C'était pourri. à la fois, je trouvais ça pas fou, et en même temps, je comprends que légalement, ils pouvaient pas faire plus. Oui. Oui, c'est vrai qu'il y a nous en tant que en tant que Ouais. spectateur, on se dit bah c'est nul, mais oui, c'est vrai que Ils ont pas le droit, et parce qu'il est toujours sous contrat Mercedes et via les sponsors de Mercedes, ouais. on peut pas faire de ce genre de choses. Et en plus de ça, ça s'est tellement fait rapidement, la signature du contrat est tellement catimini que c'était pas possible de communiquer avec une photo ou quoi. Oui, c'est fallait que ce soit direct. Ouais. Est-ce que au niveau de la perspective d'évolution de d'off track, il y a encore des choses à faire? Vous savez, vous avez encore des projets justement pour évoluer, pas encore plus que ce que vous l'êtes à l'heure actuelle?
Des projets, oui, oui, bah, on a, pour être honnête, on a une réunion une réunion ne serait-ce qu'il y a moins d'une semaine. Ah, Là, cette année, on est très content du côté de chez Off-Track, on a une collaboration directement avec, l'Automobile Club, non pas de Monaco, mmh, mais de l'Ouest, OK. pour, les événements de la CO, de cette année, donc les 24 heures moto qu'on a eu dans un premier temps, Ouais. où c'était trop, trop bien. Moi, je découvrais la discipline de l'endurance au niveau de la moto et en plus de ça, forcément, les 24 heures moto et on a découvert ça avec, un autre CM qui s'appelle, Tristan et du coup, ouais, c'était absolument fantastique. C'était trop, trop bien de découvrir une course de 24 heures. Le circuit Bugatti aussi, on l'a fait en long et en large, et en plus de ça, on a un inside dans les box et tout, des équipes et là, du coup, bah, les 24 heures, du Mans, forcément, Ouais. l'une des plus belles courses au monde, la plus belle course d'endurance au monde et donc il y a toujours des projets. Il y a assez régulièrement, donc c'est pas une question de vouloir, grossir, c'est une question de vouloir évoluer et d'évoluer dans le bon sens. Mmh. Non pas de grossir parce qu'on peut grossir et avoir beaucoup, beaucoup de followers, mais pas de la bonne manière, j'ai envie de Oui. dire et là, on parlait de question de légitimité tout à l'heure au début, on peut perdre une certaine légitimité du coup, même si c'est les goûts, les couleurs, en faisant un peu tout et n'importe quoi. OK. Donc, il y a des volontés d'évoluer un peu plus sur TikTok, un peu plus sur Instagram, et un peu d'entre guillemets d'être, ce qu'on aime bien dire nous en interne, d'être le média du peuple. Oui. C'est-à-dire que quand quelqu'un, veut une info F1, il y vient sur Offtrack. Un peu comme, justement elle avait dit la genèse d'Offtrack pour, Oui. Julien avec son papa. Oui, oui, c'est clair. C'était comme ça. Donc, comme ça, au moins, non pas d'être une référence, mais d'être, un peu le côté, où, ah tiens, tu envie de savoir ce qui se passe sur la F1 ou Mmh. tu as envie de savoir une F1 en particulier, une info pardon, sur la Formule 1, tu viens sur Offtrack et en gros c'est ça. Et pourquoi la plateforme première, Mmh. c'est Twitter? Parce que ça a commencé de là et c'est de là où j'ai envie de dire la communauté, s'est faite. Voilà, plus OK. particulièrement. J'ai pas envie de dire que la communauté Twitter est différente que celle, d'Insta. Si un peu, mais Moi, je peux le dire en tout cas. ouais, ouais, c'est vrai que du moins sur Insta, ça engage non pas seulement de faire, un texte, mais ça engage aussi de faire un visuel, un Oui. template et ainsi de suite, donc ça peut demander un peu plus de travail, donc pas une charge colossale de travail en plus. Oui. Maintenant on fait en sorte de faire des templates qui vont sur Twitter et sur Insta, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, Insta se développe de plus en plus Oui. parce que on a un graphiste qui s'appelle, Nathan, qui fait de l'excellent travail au niveau de la création artistique et Mmh. c'est fantastique pour avoir des visuels qui sont à la fois, beaux, mais surtout compréhensibles au niveau de l'info qu'il faut faire Ah ressortir. oui, oui, donc c'est on arrive et Voilà, on comprend donc tout de suite, c'est ça fonctionne c'est très, très bien. exactement, donc c'est aussi par ce biais-là qu'il y a l'évolution d'Offtrack sur Instagram. Il y a TikTok aussi, également, où TikTok, c'est un peu difficile de comprendre un peu. Si, si, on est Ah oui, sur mais Off-Track. vous êtes pas aussi, Oui. aussi présent et aussi facilement accessible, je trouve, qu'Instagram et Twitter. Sur ça, je suis d'accord, et c'est pour ça que, bah, aussi sur ce côté-là, faut faire évoluer, avoir aussi une vraie direction par rapport à TikTok parce que Oui, parfois TikTok, ça peut être un peu fourre-tout. oui, Donc, oui, c'est vrai. ce que je déteste. Ce que je déteste au plus haut point, moi je suis pas du genre à être un peu fourre-tout, je suis vraiment un peu dans parfois être, par la nature un peu, bah, journalistique, être dans la rigueur, Oui. dans le travail et ainsi de suite. Parce que, parfois je peux être par exemple, tout bête, mais en ce moment je suis très relâché au niveau du travail parce que, bah, avec la fatigue du Grand Prix Monaco, c'est un peu difficile de Mmh, après, vous n'êtes pas des robots, quoi. voilà et donc moi je dis quand je suis en mode: «Ouais bon là, c'est là faut que je dorme ou que je me prenne du temps pour moi». Mais par contre, quand je suis en mode, bah, là, on est au travail, c'est rigueur, rigueur, rigueur comme pas possible, quoi. Donc, c'est pour ça que TikTok, parfois, j'aime pas un peu le côté fourre-tout. Oui, oui, non, en vrai, ça se comprend. Ouais. Mais, du coup, ça, pour moi, pose une très bonne question Mmh. où en fait, au plus j'ai la chance de rencontrer, des personnes, au plus, la question, en fait, de la balance, perso pro, Mmh. j'ai l'impression qu'elle n'existe pas. Elle est de plus en plus infime, je pense. Surtout dans la création de contenu, forcément, ou l'influence parce que, bah, tu montres ta vie, tu montres beaucoup, beaucoup ta vie. Ce que tu fais, après, je sais que, bah, à mon très humble niveau, je montre plus particulièrement tout ce qui se passe au niveau du ce que je fais dans le lien avec le sport auto et même forcément par rapport à Off-Track, où est-ce qu'on va, comment on le fait.
et qu'est-ce qu'on va faire dans cet événement sport auto plus particulièrement. Donc j'essaie de plus trop limiter, de limiter ça à ça, avec la vie privée, j'essaie de le prendre du côté. Mais en fait, la problématique dans la question de l'auto-entrepreneuriat, même dans la globalité, c'est que, bah, on n'a pas des heures, fixes. Ouais. Ce qui est à la fois très bien et ce qui est à la fois pas bien. Je dis pas que je m'en plains, très loin de là, parce que j'ai un environnement, très privilégié. Mais je parle juste d'une problématique du fait que, bah, dans les, travails, oui, normal, Oui, normaux. normaux, pardon, travails normaux, c'est je pense que les horaires, c'est du 8h-18h Oui. ou du 8h-19h, et après, bah, entre 19h, enfin, à la sortie du travail jusqu'à la rentrée du travail, bah, on pense pas au travail. Mmh. Bah, là, nous, c'est différent parce qu'on peut choisir de quand on travaille, c'est vrai. On n'a pas de congé à poser ou ainsi de suite. Par contre, on n'a pas d'heure fixe. Donc, moi, il y avait des moments, je commençais à 7h du matin, et je terminais à 23h, quoi. Et tu le gères comment du coup quand tu, Ouais. partages ta vie avec quelqu'un qui a du coup aussi cette sphère-là Oui. à garder et à préserver aussi? Bah, c'est ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que j'ai, l'immense chance, et je dirais que c'est une immense chance et je la pèse tous les jours, de pouvoir partager ma vie avec quelqu'un qui fait le même métier que moi, pas dans le même secteur, mais qui fait le même métier que moi, donc on se comprend Oui, l'un et l'autre, problématique. les Mmh. problématiques, et les problématiques et les bienfaits, bien sûr, bien forcément, de la création de contenu, et donc, bah, de ce fait-là, bah, on arrive à conjuguer tout ça. OK. On arrive à conjuguer tout ça, et à faire en sorte qu'on puisse, se comprendre quand il y a des moments forts de travaux, j'ai envie de dire, au niveau de montage, au niveau des rushs, au niveau du travail. Par exemple, maman, les week-ends de Grand Prix, Oui. c'est très intense. Donc, du samedi jusqu'au dimanche, parce que le dimanche, je prends l'exemple, Marie me voit quasiment pas. Mmh. Et pourtant, on vit dans le même appartement, Oui, oui, bah, et elle oui. me voit quasiment pas parce que, bah, le Grand Prix forcément, bah, quand c'est en Europe, bah, c'est à partir de 15h. Moi, je suis en live à partir de 1 heure avant. Oui. Je fais le Grand Prix en live en React. Je fais une fois que le Grand Prix se termine, en espérant qu'il y ait pas de drapeau rouge, Oui. que ça dure plus longtemps que prévu, ou de safety car qui dure plus longtemps que prévu, bah, on a, fin du Grand Prix, je fais un TikTok derrière. Soit je fais un TikTok en rapide, soit je fais un TikTok et je le monte et après je le poste, Ouais. et ensuite derrière, je reprends en live à partir de 19h30-20h Pour des pour débriefer le Grand Prix. Ouais. Donc, les dimanches, par exemple, c'est une des journées qui sont, très, 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 très intenses, quoi. Sans compter que parfois, bah, je peux être directement en déplacement Oui. sur le Grand Prix en question, quoi. Donc, parallèlement, Marie, là, en ce moment, elle a un contenu qui s'appelle «Un jour une meuf». Elle monte beaucoup, 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 Oui. parce qu'elle a elle crée énormément autour de ça, elle le crée parfaitement, et même les éléments en contrepartie, ça prend beaucoup de temps Oui. forcément, donc, Bah, parfois, enfin, c'est le montage qui prend le plus oui, de temps c'est parce plus le que montage, ouais. là, enfin, Mmh. ce qui est encore plus compliqué avec elle, c'est qu'il y a toute un storytelling et une illustration Ouais. à faire et des fois, c'est Ah ça oui, qui oui, enfin mais et c'est c'est clairement incroyable. ça qui Ah prend oui, du c'est temps. pour ça que c'est extrêmement incroyable, et forcément pour être à ce niveau-là, ça prend forcément du temps au niveau du montage, donc, ça pour faire un contenu de qualité, de toute façon, ça prend beaucoup de temps. Oui. Donc c'est pour ça que parfois, bah, c'est des journées qui sont très, très longues et on voit pas le temps passer. Mmh. Et donc, bah, en parallèle, en contrepartie, je trouve qu'il faut aussi contempler tout ce qu'on a. Je prends un exemple tout bête, mais quand j'étais au Grand Prix de Monaco, il y a quelques jours, heu, j'ai conscience que tout passe extrêmement vite, et même que les journées, même quand on est ici, quand on travaille, tout passe extrêmement vite, Mmh. et qu'en fait, on prend juste pas le temps, en fait, d'apprécier ce qu'on a. Oui. C'est tout bête, mais, moi, pour ça que je fais pareil par rapport à ça, parce qu'au Grand Prix Monaco, à un moment, moi, j'étais dans la pit lane, je crois que c'était le jeudi matin ou jeudi soir, et j'ai juste rien fait. J'ai juste posé comme ça sur, Ouais. le rail de sécurité, et j'ai regardé, il y avait des Formule 1 autour de moi, il y avait le circuit, l'ambiance et ainsi de suite, et je me suis juste posé pour contempler un peu tout là où je suis, apprécier là où je suis, avoir une petite émotion pour me dire: «Bah, enfin!»
Oui, bah oui, clairement. Enfin, j'y suis, c'est un moment un peu fou et c'est vrai que dernièrement, le Grand Prix Monaco, ça a été mon 1er événement où je me suis dit, «Waouh, waouh». Ouais. Ouais, waouh, parce que j'avais des Formule 1 qui roulaient à côté de moi. Moi, au moment où elles sortent de la pit lane, avant d'aller sur la grille, moi, j'étais juste, sur, juste vraiment à côté, donc je les voyais rouler, c'était assez fou, enfin, c'était tout l'univers dans ce sens-là, donc c'est plus dans ce côté, ouais, parfois, il faut aussi un peu se poser, contempler et comprendre que ce qu'on vit, c'est énorme et non pas toujours être la tête dans le guidon, quoi. Donc ouais. C'est bien. Donc la finalité, c'est que tu arrives quand même à prendre un peu aussi Ouais. du temps, bah, justement avec Marie Oui, pour, oui. pas être, Alexandre et Marie des réseaux, mais Alexandre Ouais, et oui. Marie, Oui, oui, dans la vie bah, perso, c'est quoi. c'est un truc aussi on fait, c'est qu'on essaye aussi et c'est l'une des choses qui est exceptionnelle dans notre métier et c'est un privilège énorme, c'est de pouvoir partir quelque part et travailler de là-bas. Oui. Oui, oui, clairement. Clairement. Je peux, nous on peut partir par exemple, 3 ou 4 jours, là dernièrement on est parti à Lisbonne, Oui. au Portugal, bah, on a travaillé de là-bas aussi également. Oui. Oui, oui. On est parti à Montpellier avant d'aller au Prix de Monaco. Voilà. C'est chez moi. Moi, j'ai énormément aimé Montpellier. Vraiment énorme coup de cœur pour cette ville. Un jour, je ferai un vlog sur YouTube, je fais découvrir ma ville à travers mes yeux Ah. à vous 2 parce que Marie, même si elle a vécu 8 ans, elle y est plus maintenant et il y a des belles choses qui se sont faites à Montpellier. Ouais, ouais, non, c'est incroyable mais on a quand même bossé, on a quand même travaillé là-bas et même partout là où on est allé, on a toujours essentiellement essayé de travailler, toujours par rapport à où est-ce qu'on allait donc pour éviter de couper, parce que pour expliquer en gros si, par exemple sur TikTok, vous postez pas un TikTok, par jour et que vous ratez un jour de TikTok, l'algorithme vous fait: «Stop, allez, on te met au placard». Donc Ouais. c'est trop important en fait Oui. de poster sur TikTok plus particulièrement et sur Insta, c'est un peu plus différent, mais voilà un peu c'est impossible de manquer un jour de travail en gros. OK. Bah, mais en vrai, tu as Ouais. complètement raison. Tu as complètement raison. Moi, c'est encore le sacrifice que je suis pas prête à faire. Bah, mais c'est parce que c'est dur en soi de Mmh. c'est pas essentiellement de s'imposer une rigueur, mais c'est de se lancer et de se dire, «OK, ma vie va peut-être partir à 100 à l'heure». Ouais, et du coup, à chaque fois, je me dis: «Bon, Ah là, oui, peut-être un peu plus, peut-être un peu plus» ouais. et je me dis: «Bah, il fait peut-être qu'un jour ça va se passer» et mentalement, je suis 100 pas prête. Bah, ça se comprend et c'est tout à fait logique, Julien, par exemple, Pedro, il voyage tout le temps, il est tout le temps dans un train, tout le temps dans un avion. C'est pour ça d'ailleurs que moi, quand j'étais en école de journalisme, je me disais: «Ah, je voudrais aller sur les grands prix, chaque grand prix, faire une saison entière». Aujourd'hui, je veux pas, hein. Ouais Il est hors de question de faire ça, ça va pas, 24 grands prix dans l'année, 24 semaines dans l'année, mais et et là où on se dit: «Mais même les ingénieurs, ils sont» non, non, mais surtout eux, ouais, en particulier, tout le temps aller à droite à gauche, dans le monde entier, sans compter qu'en fait, on n'apprécie même pas la qualité du pays ou oui, la on est culture du juste, pays. du mercredi au On est juste à dimanche. un hôtel, on va dans la pit lane, on prend la voiture, on pilote, puis après on rentre et ainsi de suite. Bah non, c'est pas hyper, fou, je trouve, comme vie, je pense, d'être dans le paddock Formule 1. C'est peut-être bien 1 an ou 2, Ouais, mais je pense plus que ça, c'est très dur, quoi. ça, c'est vrai. Ouais, En vrai, je suis d'accord. ouais. Parce qu'on est bien aussi à la maison Non, mais de temps en temps. là, il y a encore 10 ans, il y a encore les 12 ans, c'était 16 grands prix dans l'année. Là, ça allait. Peut-être encore et encore, C'est beaucoup, mais mais 24, c'est c'est beaucoup. beaucoup. 24, c'est beaucoup trop. On avait dit en 2021, en 2020, quand il y a eu la fluctuation Covid, on fait des triple headers, mais c'est seulement pour Et 2020. c'est, dans l'interview Oui, en plus, il oui, en parle. il en parle. Il en parle. Et là, en fait, on nous met ça tout le temps, Ouais. tout le temps, tout le temps. Bah, Bah, c'est génial en tant que téléspectateur, mais il oui, faut aussi penser, aux personnes qui travaillent, 3 mince. semaines. Bah, quand j'ai rencontré Alexa, Mmh. elle m'a dit que, sa fille, des fois, lui en voulait parce que, bah, elle partait 3 semaines et C'est énorme. 3 semaines pour une mère de famille ou même un père de famille ou n'importe qui de famille, 3 semaines à l'autre bout du monde, c'est horrible. Ouais et même aussi pour des journalistes qui couvrent ça à distance, donc Mmh. de leur travail, Ouais. de leur rédaction, ainsi de suite. Bah, c'est aussi des week-ends, bah, où ils ne peuvent pas voir leur famille, d'une manière, plus large parce que nous, journalistes sportifs ou créateurs dans le sport,
on travaille le week-end, principalement, parce que Oui. tout se passe le week-end. Oui, Genre, le clairement. football, Ligue des Champions, peut-être le mardi, mercredi. Oui, allez. Mais au moment où tout le monde est à la maison, bah, nous, on est en en rédaction, donc c'est assez marrant, ouais, quand même. C'est, Bah, du coup, tu peux me faire une super transition avec, bah, la dernière phase de l'interview. J'ai appelé ça virage rapide, où c'est des yes. petites réponses du tac au tac et donc je te pose une question et tu Mmh. réponds assez vite. Yes. Un mot pour la situation d'Alpine en fin 2024, le Groupe 2025? Oh là. Heu, ouais, absurde. Ouais. Venant d'un très grand fan d'Alpine. Bah, c'est pour ça que je dis c'est absurde, c'est oui, oui. Lando ou Oscar 2025? Pour le titre? Ouais, Ah, Oscar. Aujourd'hui, ouais, Oscar. j'ai parié 50 balles. Ah ouais, bah, Avec un pote. là, ça va dans le très bon sens pour Oscar Piastri. Je pense que là, il a montré qu'il était trop fort, en fait, pour Lando Norris et je dis ça malheureusement Alors pour que je Lando suis fan Norris. de Max, hein. Oui, oui. Je suis Ouais. grande fan de Max. Mmh. Mais OK, ça va. Le plus beau moment de ta carrière? Je il y en a 2, ils sont très bizarres, mais c'est bon, parce qu'il y en a un qui est très long, l'autre qui est pas très long. Les 2. Le grand moment, c'était le Grand Prix Monaco, historique, Ouais, comme j'ai dit pour, ouais. toute présentation de télé et je rajoute en plus que c'était aussi diffusé sur Sky Sports, donc il y a eu ma gueule sur Sky Sports pendant Ça, c'est fou. 2 jours, donc c'était Ça, un c'est peu fou. drôle et l'autre, bon, un peu l'interview de Zizou aussi, qui a duré 7 secondes, mais j'ai interviewé Zizou, donc C'est vrai. le Grand Prix de Monaco, donc ouais, ça c'était fou. C'est vrai qu'en tant que grand fan de foot, ça doit être quelque chose. Ouais, Zizou, c'est quelque chose, ouais. Twitch ou Twitter? Ah, Twitch, ouais. Une fan en F1, tu crois? Oui. Ah oui, oui, oui. Oui, j'y crois, parce que je me permets de reprendre un plus. Vas-y. J'ai jamais compris pourquoi c'était pas possible d'avoir une femme en Formule 1. Il y a des femmes talentueuses, mais il faut leur donner encore plus leur chance, parce qu'il y a des inégalités qui sont factuelles dans le sport automobile. Ça, c'est sûr. Faire de ce qu'on dit: «Ah bah tiens, on la met dans les mêmes conditions que les hommes», et ainsi de suite. Non, non, faut encore plus donner sa chance. Il faut encore plus pousser. Heu et je fais toujours le parallèle, des femmes sont allées dans l'espace, ont conduit des navettes spatiales, ont supporté aussi les questions physiques, les léger, toutes les questions physiques pour aller dans l'espace. Pourquoi on ne pourrait pas faire ça en Formule 1 aujourd'hui? Et surtout que je pense que c'est très proche aujourd'hui qu'une femme pilote ne serait-ce qu'en essai libre en F1. Tu penses que ça pourrait être qui la première? Enlevant le côté chauvin et on a tous envie de dire Bah, Dorian. sincèrement, je pense dans un premier temps Dorian Pain. La Mmh. problématique, je crois qu'elle a peut-être pas la super licence, Ouais. heu, chez Mercedes, mais sinon là, c'est vrai que je ne vois Après, il y a Jessica Hawkins, hein, bah, chez Aston. Jessica Hawkins, je pense qu'elle a pas la super licence. Il me semble qu'elle a conduit une F1. Elle a conduit une F1 mais en Mmh. essai privé, Oui, oui, voilà. plus, Pas dans une question officielle, et OK. plus, dans une opération avec, en Arabie Saoudite, si je me trompe pas, aussi avec Aston. Mais j'espère que ce sera Dorian. J'espère que ça va dans les j'ai envie de me dire, moi, dans les peut-être 5-7 ans. Oui, je pense. Oui, oui, oui. Oui, parce que la dernière, c'était Suzy Wolff en 2014, donc C'était il y a 10 ans. ouais. On y est presque. Ouais. On y est presque. Un mot par rookie? Un mot par rookie, Hadjar, immense. Ouais, c'est immense. C'est le meilleur rookie de ce début de saison, ouais, facilement. Moi, je pense que le trophée, il peut être pour lui, là, cette année. Ouais. Attention, Bortoleto, malheureusement, on le voit pas. C'est très dommage. C'est Très très, très dommage, dommage. parce qu'il fait avec Sauber, c'est exceptionnel aussi. Mmh mh. Du coup, ce Bortoleto, fantastique. Antonelli, Antonelli, je suis un peu partagé. Grand, voilà, grand. OK. Heu, on a qui d'autre en rookie? Bah, Lawson, est-ce que ça compte vu que c'était sa première saison en Bah, Formule 1? pour moi, c'est Mmh. pas un rookie. Oui, oui. Tu pas de le mettre dans le tableau de rookie. Parce que c'est sa première saison, mais sinon, la règle en Formule 1, c'est dès que tu as fait plus de 2 grands prix, tu es plus considéré comme un rookie. Bon, alors Burman, Red Burman, je pense c'est, Cousi Coussa. OK. C'est un peu c'est très talentueux les Burman, je pense que c'est le prochain pilote, Scuderia Ferrari, C'est sûr. mais c'est un peu, il manque des choses, vraiment actuellement. Mais après il est chez As, donc c'est compliqué aussi. Et il reste, bah, du coup Lawson. Lawson et Colapinto. Ah, Colapinto, ouais, Colapinto c'est pas par sa faute, je pense que c'est le contexte, Oui. mais Colapinto c'est catastrophique pour l'instant, vraiment catastrophique. Et Lawson, c'est un peu plus de mots, mais c'est mauvais endroit au mauvais moment. Ça va, je suis assez d'accord avec tout.
Bon, Ouais. après, la Pinto, je pense qu'il y est un peu aussi pour beaucoup parce qu'en Formule 2, il a jamais fait grand-chose. Oui, c'est Donc, ça. c'est pas le meilleur pilote qu'ils auraient pu mettre Ouais, second, mais malheureusement, après, il y a aussi il l'aspect fait pas mieux financier. que Jack Doohan, hein. Non, Bon, voilà. il Mais est après, il y a. très loin d'ailleurs. Si, il fait mieux au niveau de l'aspect financier. Oui, Et c'est ça, vrai. on peut pas l'enlever. Et malheureusement, Alpine en a besoin à l'heure actuelle. Donc on verra. Peut-être que en Ah non, mais 2026, ça. s'il reste, on Ouais. verra. Est-ce que tu peux nous faire un jour ou une semaine type? Alors, un jour, jour ou une semaine type. Bah, je peux avoir 2 jours types, si Vas-y. tu veux. Un jour type quand je travaille, ici et que je suis en full création de contenu en perso, Mmh. plus off track, c'est généralement, j'essaye d'aller à la salle une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. OK. Donc je me lève très tôt, aux alentours de 7 heures, comme là ce matin par exemple. OK. 7 heures, je vais à la salle qui est à 15 minutes de chez même pas 10 minutes de chez moi. Je reste là-bas pendant 1 heure et demie. Je reviens, je commence avec, soit écriture d'un TikTok que j'ai pas encore écrit, Mmh. soit sinon que j'ai déjà écrit la veille et je le tourne. OK. Une fois que j'ai détourné, si j'ai déjà le temps, je commence à le tourner et je commence à le monter. Puis ensuite derrière, on mange. Une fois qu'on a mangé, on continue le montage du TikTok. Ensuite, je fais de la veille par rapport à de l'actu F1, Mmh. concernant qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle au moment où on se parle, même si, je regarde un peu à droite, à gauche, mais là, je me concentre vraiment Ouais. plus à voir. Le soir, généralement, il y a un live sur Twitch, donc qui s'appelle le Recap F1 où genre je fais un récap de l'actu F1, ce qui s'est Ouais. passé soit dans la semaine, soit vraiment au jour J. Parce que je peux être sur une semaine où je fais plusieurs lives, dans la semaine, mais généralement, c'est quasiment tous les lives une fois tous les 3 jours ou une fois tous les 2 jours. Mmh. Et ensuite, il y a le live, mais je dis ça tout en ayant l'intégration que continuellement, bah, je suis sur Off Track. OK. Je gère aussi tout ce qui est actu entre autres, mais je poste tout ce qu'il y a comme actu, dans le Discord qu'on a en interne du côté de Ouais. Off Track et on voit qu'est-ce qu'on poste, qu'est-ce qu'on ne poste pas et heu et après c'est géré après derrière, par les CM, qui sont aussi autonomes, Mmh. forcément. Et qui font de l'excellent travail. Donc en gros, voilà un peu la journée type, de tout ce qui se passe, sans compter que forcément il peut y avoir des réunions, sans compter que Oui. forcément il peut y avoir Oui, oui. Après les journées les type, emails à en tant répondre qu'auto-entrepreneur, c'est pas. et ouais et en plus de ça, les, OP sponsors aussi, Ouais. qu'il faut que je traite. Même si j'ai une agence qui me gère, sur ces questions qui peut me gérer sur ces Mmh. questions-là, il y a certaines choses que je gère moi-même, parce que je veux gérer moi-même aussi. Oui. Du coup, bah, de ce fait-là, bah, je dois gérer ça aussi donc tout passe très vite en vrai, surtout pour les questions de montage où ça une moindre petite chose peut prendre 2-3 heures, Oui. 2 heures. Donc voilà et une autre journée type, bah, c'est quand je suis en déplacement par exemple, Ouais. déplacement avec l'Automobile Club de Monaco, pour prendre un exemple. Je prends par exemple, une journée type sur le Grand Prix de Monaco, bah, ça a été, on se lève très tôt. Oui. On se lève très tôt aux alentours de 5 heures du matin. On s'habille vite, on prend sa douche vite, puis ensuite on part, sur le circuit. On a un premier briefing sur qu'est-ce qu'on va faire dans la journée. Par exemple sur, le dimanche du Grand Prix, le briefing il était à 7h30, OK. donc il fallait être sur Monaco à 7h30. Après, fallait faire du contenu dans la fan zone, prendre des réactions et surtout par rapport aux fans, qu'est-ce qu'ils allaient voir comme pronostic sur le Grand Prix. Ouais. Le dimanche aussi, moi fallait que je m'active vite parce que, bah, il y avait Dua Lipa. Donc Participe. donc heu il fallait que j'aille au paddock Porsche qui est au niveau du Mmh. quartier de Fontvieille pour ceux qui connaissent, donc c'est un petit peu loin de la fan zone, donc faut 15-20 minutes à pied. Donc il fallait que j'y aille vite et ensuite que je fasse du contenu autour de ça et autour du paddock Porsche qui est une discipline, une catégorie que les gens adorent sur le Grand Prix Monaco. Ouais. La Porsche, c'est trop, trop bien d'ailleurs. Mais je pense sur tous les grands prix en vrai, Ah c'est ouais, les gens adorent ça, hein. tellement drôle. Ah non, c'est trop bien, c'est trop bien. Les pilotes Mmh. sont trop, trop forts et surtout rouler à Monaco en Porsche, Les c'est voitures trop sont ouais, pas. assez mastoc, ouais, balèze et derrière, fallait vite revenir, une fois que j'ai terminé ça, vite revenir sur le circuit parce que on avait une opération avec les Grid Kids, tu sais, les enfants
qui sont invités à aller sur la grille de départ et Devant le devant pilote pendant ligne. exactement, exactement, c'est ça. Et fallait les montrer un peu plus l'inside, donc on a fait un sujet qui sortira bientôt, je crois, sur ces questions-là. Il y avait Arthur Leclerc aussi qui était venu Ouais. pour, parler aux enfants et ainsi de suite. Et une fois que j'avais terminé ça, et bien, il fallait que j'aille dans la pit lane pour faire, prendre du contenu, de tout ce qui se passait dans la pit lane avec les voitures, les pilotes qui se préparaient et faire des interviews aussi de personnalités. Donc du coup, c'est là où j'ai fait, l'interview de Zidane, de Zizou, de Teddy Riner, Thibaut Courtois aussi également, il y a eu qui d'autre? Antoine Dupont aussi, c'est vrai. Enzo Zidane aussi, le fils. Et également, il y avait qui d'autre? André Lotterer aussi, ça OK. également. Donc Ouais, le beau monde. ouais, le beau monde. Donc c'était, par exemple, le dimanche, ouais, c'était, alors je dis ça, ça a l'air beaucoup, mais en fait, c'était la journée la moins intense. Oui, mais souvent, oui. En vrai, souvent, c'est ce qu'ils te Ouais, disaient même sur le GP historique, ouais, qui était: «Ah non, mais le dimanche, c'est là où j'ai le moins de trucs de prévus», alors qu'ils courent quand même dans tous les sens. ouais, ouais, et c'est vrai on court beaucoup, Mmh. quoi, et on marche généralement. Là, pour le coup, j'étais à 15 kilomètres par jour, quoi. Du coup, donc Tu veux m'arrêter? avec ces chaussures qui est pas des chaussures faites pour marcher en plus. Ah oui. Enfin, pour Ah marcher longtemps, quoi. oui. Donc bon, ouais. Ton GP de rêve? Que j'aimerais là où j'aimerais aller le plus? Ouais, je pense que ça rentre dans Singapour. Ouais, Singapour. Singapour parce que pour, l'histoire, il est quand même présent en Formule 1 depuis 2008. Mmh. C'est un Grand Prix qui n'a pas qui a l'air, qui est le plus dur physiquement Mmh. pour les pilotes, et même l'exigence du tracé, est tellement beau, et en plus de ça, l'univers, je pense que du Grand Prix de Singapour, il y a un petit côté un peu mystique, un Ouais, peu. Singapour, c'est un truc de fou, hein. Ouais, ouais, donc c'est peut-être ce Grand Prix-là que j'ai vraiment le plus envie de faire au calendrier. Donc je pourrais pas faire cette année vu qu'il y a pas Explora, mais Ouais. mais voilà, quoi. Waouh! As-tu atteint tous tes objectifs? C'est une excellente question. Heu, Ce qui est assez marrant, c'est que très tôt, j'ai l'impression d'avoir atteint mes objectifs. Mmh. Trop tôt? Trop tôt. Ah, vraiment, sincèrement trop tôt. Je prends l'exemple qu'on a parlé tout à l'heure de l'Elysée. Ouais, Pour moi, c'était un truc que je pensais faire quand j'avais 45 ans, quoi. ouais, Là, j'arrive ça, j'ai un peu 18, je viens à peine d'avoir 20 ans, ouais. et c'est vrai que j'ai remarqué, des gens qui étaient autour de moi, ils avaient, beaucoup plus de bouteilles et ainsi de suite, donc ouais, et c'est vrai qu'il y a eu un moment où, après l'Élysée, je me dis, «OK, je fais quoi?» Mmh. Presque. Il fallait Ouais. un peu se retrouver. Comment je peux faire mieux? Comment je peux faire mieux? Et c'est vrai qu'après, après en fait ce passage-là en 2018, il y a eu un peu un relâchement en mode: «OK, OK», je me suis un peu relâché, et après bon, après il y a eu Canal+ et Eurosport, mais fallait quand même vite se remettre un coup de pied aux fesses, on va dire ça ainsi. Et maintenant aujourd'hui, est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs? Je pense pas. C'est vrai que parfois je me recherche un peu des objectifs parce que, parfois un peu je fatigue un peu à droite à gauche, Mmh. j'ai envie d'un peu de prendre du temps pour moi. Mais là, en ce moment, après un peu de réflexion, je me suis trouvé quand même des nouveaux objectifs, donc ça me remotive, ouais. OK, mais j'ai hâte de les voir, atteints du coup. C'est une fin un petit peu brusque, d'interview, je sais. Ça s'est sûrement vu, du coup au niveau de la vidéo, il y a des changements, de luminosité et tout ça, parce que j'ai eu des problèmes, enfin j'ai eu des problèmes, non, j'ai juste eu, ma batterie, j'ai dû changer ma batterie une fois et voilà et c'est tout. Sauf qu'en fait au bout d'un moment, mes micros, ont lâché, sur les 6 dernières minutes en fait, de l'interview. Donc c'était, le moment où je lui posais des questions, sur Dua Lipa, et musique, film préféré. C'est pas grave, ça restera privé entre, Alexandre et moi et Marie. Et voilà, en tout cas, j'espère que l'interview vous a plu. Encore une fois, bon, vous pouvez pas la voir du coup, dans la vidéo, mais je tiens vraiment encore une fois à remercier Alexandre et Marie, du coup de m'avoir accueilli chez eux, durant ce petit moment, passé, ensemble. C'était vraiment trop, trop bien. J'ai tellement adoré, du coup faire leur connaissance et leur rencontre. Enfin voilà, c'était vraiment génial. J'espère que l'interview vous a plu. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur la chaîne YouTube ou sur les plateformes d'écoute pour les podcasts sans vidéo. Mais vous pouvez aussi vous abonner à mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et TikTok @beau.virage. Un nouvel épisode de podcast sort jeudi exceptionnellement, puisque la semaine prochaine je ne pourrai pas tourner puisque je ne serai pas
en France. Et on se retrouve le 3 juillet pour une nouvelle interview que encore une fois j'ai hâte que vous découvriez. Ça, l'interview est folle. J'ai encore une fois eu beaucoup de chance de pouvoir rencontrer la personne que j'ai interviewée. J'espère que ça vous plaira. J'espère que l'interview vous a plu. Et nous on se retrouve du coup sur les réseaux sociaux et tout ça pour continuer l'aventure en fait, tout simplement. Donc je vous dis bye les copains et on se voit très vite.